Bonsoir, l'émission de ce soir, Invisible, effacée, encore aujourd'hui. Pourquoi les femmes le sont-elles? On va essayer de répondre à cette question. Et en fait, cette émission est comme une sorte de suite à une précédente émission qui s'interrogeait sur les stéréotypes de genre aujourd'hui. Et notre première invitée, que je remercie d'avoir accepté de venir avec nous, c'est Geneviève Fraisse. Vous êtes philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de l'épistémologie politique de la pensée féministe, et vous avez été déléguée à la coalition féminine, députée européenne. Mais vous êtes ici. Mais s'il vous plaît. Oui. Mais, ce qui est important, c'est votre dernier livre, qui m'a beaucoup plu, paru aux éditions du CNRS, L'égalité sans retour, un titre magique, truffé de références historiques, littéraires, passé au crible d'une philosophie politique d'une exigence redoutable et sans concession. Et il faut parfois s'accrocher, mais vous prenez le lecteur par la main, plutôt je devrais dire par le raisonnement, parce qu'en fait c'est exigeant, même si c'est un tout petit livre, et vous ne nous lâchez pas, vous nous accompagnez. Alors, pourquoi ce livre? Pourquoi ce livre, en fait, au départ? Les femmes, sous l'Ancien Régime, n'avaient pas vraiment d'existence dans l'espace public. Donc, elles ont essayé d'inventer les salons. Est-ce que, sous l'Ancien Régime, l'activité intellectuelle des femmes, qui est réelle, est une sorte de reconnaissance et de dédommagement? Non. C'est pas comme ça que je le dirais, si vous voulez bien. Allez-y. C'est-à-dire, je ne peux pas parler des femmes de l'Ancien Régime, car je n'ai pas travaillé suffisamment, même si j'ai fait des incursions dans le 17e, le 18e. C'est-à-dire, l'espace public, c'est aussi la rue, hein, c'est pas seulement le salon. Donc, et puis, l'espace public, sous la monarchie, a peut-être une existence meilleure que sous la République. Ça serait à discuter. Donc, mais c'est pas le sujet pour penser la question de votre émission sur l'invisibilité et le dédommagement. Moi, ce qui m'a amusé, c'est qu'effectivement, depuis le début de l'ère moderne, il y a toujours un auteur ou un autre, ici on pourrait dire Diderot par exemple, mais il y aura aussi Sade et plein d'autres, qui vont dire qu'il faut dédommager les femmes. Parce que qu'est-ce que ça veut dire quand Diderot dit que c'est une loi difficile qu'elles subissent? C'est qu'ils reconnaissent qu'ils leur font du tort. Et donc, comment on va les dédommager? De l'ancien au nouveau régime, finalement, ça va suivre une ligne. Donc, je ne partirai pas de l'opposition, vous voyez, entre l'ancien régime et après. Il faut reconnaître qu'il y a eu dommage et il faut reconnaître qu'il faut leur donner une place. Et ils vont proposer comme place la place de l'influence, qui a effectivement bien marché dans les fameux salons du haut de la hiérarchie sociale. Mais ils ont imaginé qu'on pouvait conceptualiser l'influence, mais ça durera longtemps, ça durera encore quand commencera la Troisième République, et même jusqu'à aujourd'hui, au XXe siècle, à la fin, on leur confie encore les affaires sociales. Donc là où elles pourraient avoir de l'influence. Donc tout ça se mélange, mais ce qui se passe, c'est que pendant que eux disent « Ah oui, il faut les dédommager », un dur loi des sexes, dira aussi Nietzsche. C'est-à-dire, il y a tout ça, c'est pas marrant. C'est pas seulement on parle souvent de la misogynie des philosophes. Non, ils savent qu'ils leur font du tort. Mais comment on fait? C'est une sorte de compensation par rapport à leur absence dans l'espace politique. Bien sûr, ça serait une compensation. Or, ce qui se passe après la Révolution française, à partir et après, c'est qu'il y a des femmes qui ne vont pas attendre, qui vont se reconnaître elles-mêmes. Ce que j'appelle la reconnaissance affirmée. Et moi, j'ai parcouru aussi le chemin de ces femmes du 19e, voire du 20e, qui disent, comme disait Clémence Royer, que j'aime citer, puisque j'ai écrit un livre sur elle, la philosophe et aussi traductrice de Darwin, sous son nom, il y a écrit « Je prends mon droit ». Donc elle ne dit pas « donnez-moi le droit » ou « vous m'avez enlevé le droit », elle dit « je prends mon droit ». Donc elle s'octroie la reconnaissance de l'espace public et politique. C'est ça, donc pour sortir de l'effacement de l'invisibilité, en fait, il faut s'octroyer la chose, il faut se battre. Il y a différentes façons de se battre.
Il y a les demandes de droit, il y a des stratégies individuelles, il y a des transgressions, il y a des subversions. Enfin, il y a une palette de choix possibles à partir du moment où la question de l'égalité et de la liberté des femmes est posée. Mais alors, à un moment, ça m'a beaucoup intéressé, vous évoquez le rapport au roi comme le rapport au père, en disant qu'en fait, il fallait sortir de l'analogie entre le roi et le père de famille pour permettre aux femmes de sortir de l'espace patriarcal. En fait, ce qui se passe, c'est que, non pas sous l'Ancien Régime monarchique, oui. Du père au roi, la conséquence est bonne. Un père est un roi chez lui et le roi est un père. D'accord. Rousseau dit stop, ça suffit. Oui. Ça va c'est un sophisme de comparer le gouvernement domestique et le gouvernement civil. Parce que si on les compare, ça veut dire qu'avec le contrat social et la future égalité, il faudrait que l'égalité rentre dans la famille. Donc, si vous voulez, c'est ce que j'ai surtout raconté dans un livre qui s'appelle Les deux gouvernements, oui, absolument. La famille et la cité, qui est un descendant de Muse de la Raison, qui est le livre sur les lendemains de la Révolution française. J'ai tendance à suivre un chemin. À faire progresser le raisonnement. Oui, à continuer à travailler. Et donc, cette séparation, c'est pas les dominants, c'est les dominants qui veulent la séparation. Oui, bien sûr. Et effectivement, les femmes, elles vont passer leur temps depuis le début du 19e siècle à montrer qu'elles ont droit aussi à l'espace public. Mais est-ce que l'espace public n'est pas ouvert aux femmes parce que ou la politique est réservée aux hommes? Pourquoi est-ce qu'en fait on leur réserve l'espace du foyer? Pourquoi il y a tellement de résistance? Parce qu'il y a des pouvoirs symboliques. Parce que le pouvoir politique, ils ne vont pas partager le pouvoir politique. Il nous faut quand même dossier. Moi, je m'amuse parce que, comme on a connu, vous et moi, la fin du XXe siècle, c'est seulement à la fin du XXe siècle qu'on arrive à ce moment où elles vont pouvoir avoir accès à l'espace public comme les hommes. Oui, sur la Révolution, on dit que tout le monde est égal, mais on ne l'est pas du tout, évidemment. Ce que j'appelle la démocratie exclusive. C'est ça. Pas excluante, exclusive, oui. Oui, c'est une très belle formule. C'est-à-dire qu'on affirme l'égalité, mais en fait, non. Mais si vous voulez, donc, il y a des formules simples. Par exemple, Rousseau dit que la femme est la précieuse moitié de la République. Mais en fait, c'est parce qu'elle élève les citoyens. Donc, restez à la maison, faites des citoyens, et vous êtes la précieuse moitié de la République. Mais ne mettez pas les pieds dehors. C'est pour ça que la dernière couverture, puisque vous montrez les livres, de la dernière réédition de poche qu'a fait Gallimard, elle est marrante parce que c'est une femme de l'Ancien Régime qui est assise au bistrot avec des baskets aux pieds, mais une tenue de l'Ancien Régime. Mais alors, du coup, les femmes qui supportaient ça, qui supportaient, on va dire qu'elles n'avaient pas le choix, mais en vrai, est-ce que c'est, selon vous, sous l'Ancien Régime, c'est la Révolution, et puis parce qu'en fait, la femme comme l'enfant, l'infant n'a pas eu de capacité juridique jusqu'en 1965, le 13 juillet 65. Est-ce qu'on peut imaginer qu'elle l'acceptait, elle se soumettait? Je ne peux pas répondre à ça. Moi, je retourne au texte. D'accord. Si vous voulez. Donc, je ne peux pas... il y a des textes qui disent, par exemple, prenons le premier texte, Choderlos de la Clos. Oui, oui, magnifique ça. Oui, c'est très intéressant ça. Quand même, il veut répondre à une... Sur l'éducation des femmes. Oui, parce qu'il y a les académies de province. Un an seulement après les liaisons dangereuses. Oui, et il écrit... perfectionner l'éducation des femmes, ce serait la question, une question. Oui, oui, oui. Il dit, ben non, parce que on peut pas perfectionner l'éducation puisqu'elles sont esclaves. Et il emploie le mot esclave, et on ne sort de l'esclavage, et on ne sort de l'esclavage que par une grande révolution. C'est ça. Il écrit, partout où il y a esclavage, il ne peut y avoir éducation aussi. Voilà, en même temps. C'est clair. Après, à la fin, dans un ajout au texte, parce que tout le texte... Très, très intéressant, parce que c'est un des premiers textes aussi qui se pose la question de l'origine de la domination. La femme qui consentit forgea les chaînes de tout son sexe. La première femme qui consentit forgea l'esclavage de son sexe. Mais après, alors deux choses possibles, et c'est pour ça qu'on comprend que c'est bien la Clos, c'est que d'une part, c'est la question du rapport à ce que les femmes doivent se prendre. Donc là, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans le réel, mais je lis un texte qui dit « vous devriez faire ça ». Oui. Et puis après... la question se pose de savoir d'où vient
le fait qu'il les voit comme des esclaves, et il est obligé de retourner à l'origine, ce qui fera tout un débat anthropologique pendant 200 ans, hein, et qui peut-être continue encore avec des versions différentes sur comment est née la domination, comment est née la hiérarchie, comment c'est fabriqué, tout cela. Engels, là-dessus, à la fin du 19e, adorera, dans l'origine de la famille, aussi en parler. La grande défaite du sexe féminin, a dit Engels, donc exactement 100 ans après Laclos. Mais donc Laclos dit ça, et après il dit forgea les chaînes de tout son sexe. Alors elles ont fait comment? Ben, elles ont eu des stratégies. Et là, entre autres, la stratégie de la séduction, etc., etc. Évidemment, on retrouve Laclos. Mais en même temps, il l'analyse comme telle, comme la lettre, je crois, 81 de Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses, qui dit ça, qui dit voilà les armes qu'on a. Et en même temps, il y a une arme... stratégie, en fait, qui conseille. Oui, et il y a une arme qui, par ailleurs, moi, m'intéresse toujours, aussi bien chez Madame de Merteuil, dans cette fameuse lettre, que dans le petit texte disponible, hein, tout ça est disponible en librairie, c'est où il dit, bon, il faut qu'elle lise. Et ça, moi, je vais le retrouver chez Stendhal, dont je parle aussi. Oui, je vais le retrouver comme ça un peu partout. C'est-à-dire qu'on a envie que les femmes lisent. C'est pas pour ça qu'on voudra qu'elles montrent leur savoir. Ça, c'est autre chose. Mais la question du savoir, il se contente pas de ce qu'il a fait avec les stratégies. Et la lettre de Madame de Merteuil le dit très bien. Donc, si vous voulez, le rapport entre identification du problème, on l'a dans le texte de Diderot sur les femmes, dont je le disais tout à l'heure, on l'a chez Laclos. Et évidemment, ça se prend dans un ensemble. Je rappelle toujours, si je peux me permettre, que pourquoi je mets aussi Olympe de Gouges, qui succède à Laclos dans mon texte, dans les gens d'avant la Révolution, bien qu'on sait très bien que sa déclaration des droits de la femme, c'est évidemment pendant. Sauf que qu'est-ce qu'elle fait avant? Elle écrit contre l'esclavage des nègres, comme on dit. Oui, absolument. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que ce mot esclavage va être emprunté. Alors, ça peut nous gêner a posteriori, mais c'est comme ça. Il est emprunté au langage de l'esclavage des Noirs, mais vous voyez que vous l'avez chez Laclos, et en même moment, celle qui sera une féministe que l'on connaît aujourd'hui enfin. Et qui le paiera. Oui, mais moi, ce que je vois surtout, c'est ces textes qui m'intéressent. C'est ça, le raisonnement, l'analyse. Parce qu'il n'y a pas que ce texte-là de la Déclaration, il y en a beaucoup d'autres. C'est une Girondine, hein, c'est pas une Jacobine. Oui, je sais bien. Mais alors, du coup, elle est parfois haïe par certains parce qu'elle n'est pas assez. Pas assez. Mais en attendant, la radicalité d'un certain nombre de ces textes montre bien que elle va lire un parallèle ou des liens. Je ne sais pas comment. Mais c'est ça que moi j'ai voulu montrer aussi. C'est-à-dire que ce mot esclavage s'inscrit comme ça, à la fin du XVIIIe, avant la Révolution. Vous savez qu'on va l'abolir, puis le restaurer. Revenir. Et puis, il faudra attendre 1848 pour... Alors, ce que j'ai trouvé très intéressant aussi, c'est que, donc, peut-être qu'on parlera de... Oui, non, on aurait pu parler de Sénancour, avec le remplacement de l'amour par l'amitié, si l'égalité efface cette différence entre les sexes. Mais je voulais surtout revenir sur ce que vous indiquez à la fin du livre sur Charles Fourier, qui dit que dans le Nouveau Monde amoureux, la situation des femmes est ce qui mesure l'état d'une société. Et il parle d'affranchissement. Mais vous savez que Germaine de Staël... Oui, elle disait déjà ça. Quand elle dit, il y a un chapitre absolument génial, et dont par chance, je l'avais proposé dans notre édition du volume 4 de l'Histoire des femmes. Oui. C'est ce chapitre de la littérature qui s'appelle « Des femmes qui cultivent les lettres ». Et en fait, elle a le moyen de comparer l'Ancien Régime et le Nouveau. Entre celle qui est la fille de Necker, ministre du roi, et celle qui est exilée par Bonaparte, c'est la même femme. Donc tout ce qu'elle voit politiquement, c'est hallucinant. Hein, les 10 années d'exil, il faut les lire aussi. Elles viennent d'être rééditées en folio. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? C'est elle à même de dire, voilà, sous l'Ancien Régime, une femme qui était trop, elle suscitait le ridicule, et sous le Nouveau Régime, elle suscite la haine. Donc elle fait des comparaisons comme ça sur ces femmes. Il faudrait parler aussi de Fanny Raoul. Oui, voilà, ça m'intéresserait beaucoup. Avant, on peut parler de Fourier, mais avant d'abord, Fanny Raoul. Ce moment
du lendemain de la Révolution française. C'est ça le sens de mon livre Muse de la raison. C'est que se passe-t-il au lendemain de la Révolution française? Il y aura, Sénancourt et Stendhal aussi, la question de l'amour, Oui. mais aussi la question de prendre la parole, ce que j'appelais la reconnaissance de soi par soi. Oui. Que fait Fanny Raoul en 1801? Elle publie Opinion d'une femme sur les femmes. Oui. Un texte radical qui a d'ailleurs été mis en scène par Tiffendé, qui va être mis en scène par des étudiants. Enfin bon, ça commence à essaimer pour mon plus grand plaisir, parce que je l'avais sorti. Moi, j'avoue, très honnêtement, je ne la connaissais pas du tout avant Bah d'avoir lu votre livre. Bah, moi, je l'ai découverte et je l'ai utilisée dans Muse de la raison, avec d'autres textes qui est post-révolutionnaire ou fin de révolution, qui veulent faire cesser ce qu'elle voit venir, à savoir qu'on va leur restreindre le champ par rapport aux hommes. Et donc, elle écrit Opinion d'une femme sur les femmes. Elle 1801. dit, je prends une... Oui. Elle dit, j'ai une opinion Oui. et je vous la donne publiquement. C'est absolument... Et le texte est excellent parce qu'elle est d'une famille de juristes, donc elle a une langue, visiblement, qu'elle a appris à table dans les discussions familiales. Oui, fille de magistrat, vous dites. Oui, oui, et frère d'avocat, sœur d'avocat. Et elle, si vous voulez, comme Madame de Staël et Constance de Salm et d'autres, elles prennent la parole et elles disent, vous savez, hein, comme dit Constance de Salm face à c'est ce que je raconte dans Muse de la raison, face à un poète, nous, la jouissance est à tous et nous, on écrira comme vous, quoi. Parce que c'est une question de jouissance. Vous voulez jouir de nos corps pour pouvoir être inspirés, peut-être que nous, on pourrait jouir aussi. Donc, il y a cette idée comme ça de freiner ce qui vient, et c'est logique, de la gauche des révolutionnaires les plus à gauche, parce que c'est eux qui comprennent le mieux ce que c'est que l'égalité, c'est tout. Oui. Ils comprendront que ça pour toutes, et non pas pour quelques-unes. Oui. Vous commenciez par ça, c'est-à-dire que l'exception va faire règle. Alors, que des exceptions avant la démocratie, oui, et il y en a des formidables, depuis Christine de Pisan et tant d'autres. Oui. Mais que ça fasse règle, c'est là où ça cloche. Général, en fait. Et c'est pour ça que son texte, sur lequel que j'en ai fait la matrice de la démocratie exclusive, c'est de montrer qu'il faut tout verrouiller pour qu'il ne puisse pas y avoir ce que Fourier, dont il faut parler, appelle la rivalité, la saine rivalité. Il l'emploie au transitif, rivaliser l'homme. Il ne dit pas rivaliser avec l'homme, c'est-à-dire faire la guerre, la course, la conquête et tout ça. Rivaliser l'homme, ça veut dire être son égal. Et ça, il a vraiment très très bien compris, en dehors de la question de la mesure de ce que c'est qu'une société. On mesure la société. Ça, c'est dans le Nouveau Monde amoureux. C'est dans plusieurs écrits. Plusieurs écrits. Mais c'est là où il est complètement novateur. Mais d'abord, cette petite période des années 1800, 1810, on voit ces quelques femmes, je viens d'en citer 3, qui vont dire, c'est pas seulement le « je prends mon droit », plus tard qu'on aura toutes le long du 19e et du 20e, c'est, voilà, il faut qu'on pense ce qui va être le pour toutes. Avoir une opinion. Rousseau, il est contre le fait. C'est l'opinion aujourd'hui, pour nous, c'est l'opinion médiatique, c'est l'opinion des enquêtes, etc., etc. Ça n'a rien à voir. L'opinion, à cette époque-là, c'est j'ai des idées et je l'exprime. Le jugement politique, philosophique, le jugement tout court. J'ai un esprit. Oui. Et je pense. Oui, et je pense seul. Donc là, je ne veux pas être invisibilisée ni effacée. J'existe. Surtout, elles ne disent pas je veux pas, elles disent je veux faire comme tout le monde, je suis comme tout le monde. Comme les hommes. C'est-à-dire que oui. En fait, c'est comme les hommes, oui, c'est ça. Mais alors, Fourier, quand même, disait que le bonheur de l'homme se proportionne à les libertés dont jouissent les femmes, dans sa théorie des 4 mouvements. Mais il n'a pas été jusqu'au bout pour vous. C'est pas la question qu'il soit allé jusqu'au bout. Il disait que c'est une boussole qui permet de mesurer l'état social. Mais Amartya Sen aujourd'hui fait pareil. Oui. Moi, je fais descendre Amartya Sen de Fourier, même si c'est seulement imaginaire de ma part. Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on peut mesurer. Si vous voyez l'importance de la question de l'avortement aux États-Unis, par exemple, dans un moment politique que nous sommes en train de subir, on voit bien que c'est un révélateur de là où... Donc ça, c'est une des mesures. Alors je dirais peut-être pas c'est la seule mesure, mais ça fait mesure. Et je trouve ça très fort. C'est vrai aussi dans les économies qu'a pu analyser à l'autre bout du monde. Attendez, restez 2 secondes sur l'avortement parce que là vous allez très vite et ce que je trouve très intéressant, c'est que vous dites que c'est un sujet politique parce que s'y croise la liberté avec l'égalité. Absolument. Et ça, c'est une formule qu'il faut absolument maîtriser, comprendre. Expliquez-nous pourquoi vous écrivez ça.
Avec l'histoire de l'avortement, c'est tout simple, hein, que moi j'appelle donc, que j'ai appelé dans un colloque maintenant de la fin du XXe siècle, l'habeas corpus des femmes. Oui. C'est-à-dire que c'est mon corps est à moi, ok. Ça ne veut pas dire que je possède tout de mon corps, ça sera la question des violences, mais surtout sur la question de l'habeas corpus, ça veut dire quoi? Quand on lutte contre l'avortement, On s'attaque à la liberté. On s'attaque à la liberté et on empêche l'égalité. Et on empêche l'égalité. Parce que vous produisez trop d'enfants, vous allez avoir des soucis, etc., etc. Vous allez nous coûter cher. Fabriquer des enfants, c'est ce qui fait que les femmes peuvent peut-être ne pas travailler à l'égal des hommes, ou en tout cas être femme de ménage ou je sais pas, femme de... En tout cas, rester dans des métiers cantonnés ou approchant non, enfin, ça attaque l'égalité. Attaquer la liberté, attaque l'égalité. Oui. Alors ça, c'est l'exemple de l'avortement, mais on pourrait... Il y a plein de choses aussi. La question du consentement, tellement traitée ces dernières années, où j'avais aussi un peu contribué jadis avec mon livre, c'est aussi ça. C'est-à-dire, il y a un croisement, et c'est à nous de le déployer et de montrer comment ça se passe. Regardez, on peut mettre l'avortement dans la Constitution en France, sauf que maintenant, ça s'appelle les conditions de la liberté et non pas le droit à l'avortement. Conditions de la liberté. Très bien, liberté, ok. Mais si on attaque les conditions de la liberté en fermant les maternités, en empêchant ceci et cela, ben, on va attaquer l'égalité aussi. On va attaquer la liberté d'avorter. Donc on peut le mettre dans la Constitution. Et c'est bien, parce que le monde entier peut... C'est un acte symbolique, mais c'est aussi très hypocrite, tant qu'on peut attaquer les conditions de la liberté. En Argentine, c'est ce qu'ils font, mais en France aussi. C'est ça. Mais en France aussi, d'une certaine façon. Quand on rend les situations matérielles sur tout le territoire compliquées. Alors, je ne sais plus où c'est dans le livre, mais à un moment, vous parlez aussi... c'est-à-dire, en fait, la question de la démocratie pour vous croise, ça m'a beaucoup intéressé, l'égalité et la liberté. Absolument. Les trois. Non, c'est les deux principes de l'égalité. Oui, on est d'accord. On sait bien que la fraternité, c'est une valeur, c'est pas un principe. C'est pas un principe, c'est ça. C'est ça. Et vous dites que, par exemple, les sexes font l'histoire, et c'est très différent que d'ajouter un énième principe ou cours pour l'université ou pour le secondaire sur l'égalité des femmes, etc. Donc, en fait, ce que je trouve très intéressant dans votre... Il est très petit comme livre, mais il est très puissant, je trouve. Et du coup, très séduisant. Parce que vous croisez un point de vue qui est philosophique, je dirais politique, si vous m'autorisez, sur, disons, la marche vers l'égalité, la question de la démocratie, la liberté et l'égalité, et les sexes dans l'histoire. Et ça, c'est passionnant. C'est gentil de le dire. Non, c'est pas gentil, c'est ce que j'ai compris. C'est-à-dire que c'est ma seule hypothèse philosophique. Alors, allez-y. Expliquez-nous, qu'on comprenne. C'est l'historicité. C'est-à-dire, bon, on a dit, parce que moi, j'ai commencé à faire de l'histoire des femmes, tout en ayant fait des études de philosophie et en étant professeur de philosophie, au début des années 73. Oui. D'ailleurs, quand je suis allée... la première fois à la bibliothèque Marguerite Durand. Et j'ai plus jamais quitté les archives, les livres, et je travaille sur la même chose depuis 73. Et quand je publie mon premier article avec la revue Les Révoltes Logiques, c'est en 75 sur les féministes de 1848, justement. Mais ça veut dire que dès qu'on se met à faire ça, il y a plusieurs possibilités qui, pendant longtemps, a duré. Ben, on va faire le chapitre qui manque. C'est ça. Parce qu'on était obligé de décoder des manuels, qui évidemment n'avaient rien mis, une image. Il paraît qu'en ce moment, il y a que l'Élysée a fait un truc sur TikTok, je crois, pour célébrer le vote des femmes de 45, oui. 80 ans, et que ça serait plus nul que ça, tu meurs, quoi. Bon, d'accord. Donc, je ne suis pas allée voir, mais il paraît qu'il y aurait c'est un homme. Mais ce qui est intéressant un homme qui ouvre le journal, enfin, je ne sais pas des trucs. Oui, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que c'est structurant pour vous. Oui, alors je continue. Oui, voilà. Donc, pardon, je continue. J'enlève. Assaut et à gamba, disait Montaigne, mais ça fait rien, on y va quand même. J'enlève cette petite aparté. C'est que, on peut dire, bon, j'ai beaucoup travaillé avec les historiennes, donc c'est aussi pour ça qu'on m'a appelée historienne d'ailleurs pendant longtemps. Et j'étais très heureuse aussi de travailler avec elles. J'avais philo et histoire. On pouvait à cette époque-là mélanger les disciplines. Aujourd'hui, tout ça est beaucoup plus strict. Mais, et donc, les historiens, on a commencé par dire les femmes aussi ont une histoire. Oui, c'est ça. Donc, on rajoute un chapitre sur l'histoire des femmes. On rajoute un chapitre, et plus même,
on va montrer qu'elle participe de l'histoire. Oui. On va aller chercher, je me souviens d'une exposition aux Invalides, allons chercher ce qui s'était passé pour les femmes pendant la guerre, mais politiquement, pas seulement d'avoir été dans les usines. Oui, ou dans l'agriculture. Ou dans l'agriculture, ou dans toutes les tâches de remplacement. Et moi, ce qui m'est venu, c'est que l'histoire, ça ne prouvait pas l'historicité. On pouvait continuer à faire du hors du temps, du de tout temps, comme je dis. On l'a eu là sur la question des violences, de tout temps. Alors du coup, il y avait un drame conjugal. Maintenant, c'est pas de tout temps, puisqu'on dit que c'est un féminicide, donc que c'est structurel, qu'il y a quelque chose de structurel à la société. Et criminel. Donc, oui, mais sauf que moi, c'est pas seulement le crime. Oui. Du coup, je fais le chemin dans l'autre sens. Oui. En disant, donc, comment ça se fabrique, oui. l'histoire? Ça se fabrique avec ce que j'appelle, c'est le titre d'un de mes livres, la sexuation du monde. C'est pas le monde est sexué, parce que ça, on le sait. Je sais que j'ai eu une traduction qui a mis le monde est sexué, alors que la sexuation du monde, ça veut dire autre chose. Ça veut dire que le monde ne peut pas se penser sans la sexuation. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas une anecdote, l'histoire de l'avortement aux États-Unis. Ça avait déjà été un problème dans les élections précédentes. Donc c'est une question politique, l'avortement. Oui. C'est pas seulement une question du droit des femmes, c'est pas seulement une question de... C'est pas un droit supplémentaire. C'est ça qui est très intéressant dans votre raisonnement, c'est que c'est au cœur d'une pensée politique qui est la démocratie, la liberté, l'égalité. Mais évidemment, moi... Et pas un plus qu'on rajoute parce que ce sera un droit... la démocratie. Voilà, c'est ça. Ce qui n'est pas très... Ce qui n'est pas nécessairement... Donc, je ne suis pas dans les débats sur l'identité. C'est ça. Dans les débats sur l'égalité, la liberté, c'est clair. Mais alors pourquoi, peut-être juste, j'ai une petite curiosité, pourquoi vous parlez de lucidité des philosophes? Est-ce que c'est parce qu'ils croisent égalité, liberté? Vous en parlez même, à un moment, je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris ce que vous vouliez dire, comme des logiciennes et des logiciens de l'égalité. Non, ce n'est pas eux les logiciens de l'égalité. Les logiciens de l'égalité, c'est ceux qui ont eu des positions philosophiques comme Poulain de la Barre, comme Olympe de Gouges, oui. comme il y a quelques personnes dans ceux qui ont pensé l'égalité des sexes qui l'ont pensé jusqu'au bout. Hubertine Auclair, etc. Ah bon, non, je ne vais pas payer mes impôts puisque je ne suis pas citoyenne, voudriez que je paye... Ben non, ce n'est pas logique. Donc, voilà. La cohérence. Oui, donc c'est ce que j'appelle... Donc, ce n'est pas les philosophes, c'est autre chose. D'accord. Je vais vous le dire en un mot. D'accord. Mais là, il y a d'abord les logiciens de l'égalité. Je commence avec Poulain de la Barre au XVIIe, puisqu'on a pu célébrer le premier volume du corpus des œuvres de philosophie de langue française en 84. C'était celui de Poulain de la Barre. Ma plus grande surprise, c'est Michel Serres qui dirigeait tout ça. J'étais quand même étonnée. Et donc, c'était le premier livre de cette grande collection. Je ne sais plus où elle en est, mais enfin, elle a beaucoup compté. Et donc, lui, il ne s'arrête pas en chemin. Alors que 2 siècles plus tard, il y en a qui diront on peut leur donner ça, on peut leur donner ça. Oui. Non, mais pas ça. Mais lui, il va jusqu'au bout de sa logique. C'est ça que j'appelle les logiciens de l'égalité. Donc, ah oui, la logique. C'est la logique jusqu'au bout. C'est la logique. Ça, c'est une chose. Du projet, voilà. En fait. Hubertine Auclair, quand je prends l'exemple de impôts et citoyenne, que se passe-t-il quand Hélène Brion passe en conseil de guerre en 17 parce qu'elle est pacifiste, on lui dit, elle dit, mais attendez, c'est quoi cette histoire? Je ne suis pas citoyenne, pourquoi je passe en conseil de guerre? C'est ça, c'est ça. Donc, c'est logique. C'est logique. Bon, Simone de Beauvoir est évidemment un exemple. Sûr. Donc ça, c'est les logiciens et les logiciennes de l'égalité, je les aime. D'accord. Alors la lucidité des philosophes, c'est beaucoup plus ironique. C'est un premier texte qui avait été fait pour les cahiers du Griffe, lancé par longtemps lancé par Françoise Collin, la philosophe belge, et qui vivait en France. Et elle avait fait un numéro sur la philosophie, et j'avais intitulé mon texte « La lucidité des philosophes ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on a dit au début de l'émission. Ils savent. Vous savez, on a souvent fait, ça c'est aussi ma génération, des choses pour dénoncer la misogynie des philosophes. Oh là là, si vous aviez vu toutes les conneries qu'ils écrivent sur les femmes, bah oui, ça c'est vrai. Et moi, ça m'a toujours paru, et puis beaucoup aux à interroger. Non, insuffisant surtout, oui. Sans intérêt. Où est leur cohérence à eux dans tout ça? Et il y en a. Il y en a de la cohérence. Si vous voulez, si je prends Proudhon, oui. S'il veut reléguer les femmes à la maison, c'est pas par misogynie, c'est parce qu'il faut un espace de paix, de ceci, de cela, pour qu'on fasse la révolution ailleurs. C'est la séparation de la famille et de la cité. C'est ça. Donc puis de la structure. Bon, ça c'est un exemple simple. Mais la lucidité des philosophes, c'est-à-dire, ils savent. Vous pouvez prendre les phrases de Nietzsche qui sont ceci et cela. Et puis vous en découvrez où il a bien compris, lui, l'historicité.
il sait que ça va changer. C'est pour ça que lui me passionne particulièrement. Et la lucidité philosophe, c'est ça, c'est-à-dire que qu'est-ce que je sais? Prenez le petit texte de Diderot sur les femmes, moi je repense les choses que j'ai citées, c'est extraordinaire. Il sait. Et en même temps, il n'y va pas. Il y va sans y aller. Alors la lucidité philosophe, pour moi, c'est plutôt la phrase « ils savent ». Et donc j'avais commencé à travailler ça donc dans les années 90. Et après, comment on intègre cette question sexe, qui peut s'appeler féminin, qui peut s'appeler au XXe siècle par exemple, dans la deuxième moitié du XXe siècle, Lévinas et d'autres. Ça veut dire quoi? Comment on les intègre dans la philosophie et quel rôle ça joue dedans? Et pas s'arrêter seulement sur la méchanceté des philosophes, qui par ailleurs existent. Oui, ou les phrases. Il faut lire, vous savez, s'il faut lire Rousseau, à propos des femmes, tout le monde parle du livre 5 de l'Émile, moi non. Moi non, je peux, mais c'est la lettre à d'Alembert. Il ne faut pas qu'elles aillent sur scène, il ne faut pas qu'elles puissent être des génies, il ne faut pas tout ça. Et ça, où c'est écrit? Dans les notes en bas de page. Il y a le texte, où c'est comme ça, enfin bon, si elles veulent du savoir, elles seront savantes du savoir des gens. Il y a des choses comme ça aussi dans Stendhal, sur l'éducation, il ne faut pas qu'elles aillent trop avant dans l'éducation. Alors c'est plus compliqué c'est Stendhal, puisqu'il les défend à fond, on n'en a pas parlé, il défend à fond l'éducation des filles. Notamment en écrivant à sa sœur Pauline. C'est ça. Donc, d'ailleurs, oui, mais il ne faut pas qu'elle concurrence. On ne montre pas son savoir. C'est ça. Mais ça dure. Il faut des femmes instruites. C'est jusqu'à notre génération. Discrètes. Oui, bien sûr. Puisque je cite dans un autre livre sur la généalogie des femmes artistes, je cite Marguerite Duras qui dit j'écrivais la nuit. Mais moi, ça m'a rappelé des choses. Je sais très bien, quand on me demandait ce que je faisais, du temps où le féminisme était honni, et encore plus dans le monde universitaire et de recherche qu'ailleurs, et où je disais, oui, je fais de la philosophie. Si je voulais pas d'ennui dans une soirée, etc., je disais, je fais de la philosophie politique, parce que je n'avais pas envie de me prendre le verre d'eau à la figure, quoi. Donc, j'ai caché aussi, bien sûr, jusqu'à MeToo, qui a fait exploser quelque chose pour de bonnes et de mauvaises raisons. Ça, il faut voir aussi. Enfin, de bonnes mauvaises raisons, je pense que la commercialisation joue un rôle qui est non négligeable et qu'il faudra analyser aussi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas montrer son savoir. En même temps, Stendhal, c'est quand même le contradicteur. Enfin, moi, je le fais contradicteur de Sénancourt, c'est-à-dire, on n'empêchera pas un rossignol de chanter au printemps. Oui. C'est-à-dire il apparaît beaucoup plus ouvert, mais l'ouverture doit être extrêmement contingentée. Non, c'est-à-dire, ça dépend de quoi on parle. Il y a la question du savoir, qui est un enjeu essentiel. L'éducation des filles. Oui, mais ça, savoir, c'est dans savoir, il y a éducation, il y a tout ça. Il y a tout. Et puis, il y a la relation et l'organisation sociale. Donc, c'est pas qu'il y aurait des hiérarchies entre tout ça, c'est que il faut... mais il est plutôt du bon côté, Stendhal. Mais en même temps, pas jusqu'au bout. Ah ben non. Ça. Donc en fait, mais finalement, Laclos de même, hein, il a beau dire vous êtes en esclavage, faites de la révolution. C'est ça, mais au bout du compte, ça ne change pas grand-chose. C'est leur est-ce qu'il faut appeler ça de l'ambivalence ou de leur hypocrisie, je ne sais pas comment il faut dire. Mais ou la limite du raisonnement. Ou la limite du raisonnement. Franchement, merci. Parce que le raisonnement est impossible à mener jusqu'au bout parce qu'il est trop virulent ou inquiétant par rapport à... Non, mais c'est bien de faire comme ça. Mais la lucidité, pour moi, c'est aussi un terme ironique. Oui, j'ai bien compris. Voilà, c'est pour ça que je le... Ça alors, votre conseil, in fine, pour essayer, puisque c'est la question de cette émission, votre conseil pour essayer de se demander pourquoi et comment sortir de l'effacement et de l'invisibilité encore aujourd'hui? Alors d'abord, on ne dit pas rendre visible, on dit donner à voir. D'accord. Ça, je me bagarre là-dessus depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que rendre visible, c'est crétin. Bon, d'accord. Oh, elle était dans l'ombre, on va la mettre dans la lumière. Okay. Ça ne changera rien. Oui. Donner à voir, ça veut dire qu'on va produire de l'historicité, parce qu'on va construire des lignées. Si moi, je fais Germaine de Staël, Virginia Woolf... Fanny Raoul. Non, mais là... Ah oui, pétez-moi. Non, je ne suis pas en train de citer tout le monde, justement. Oui. Je ne jette pas le paquet des noms. Je suis en train de vous dire que je fais des lignées dans mon histoire. Ah oui. C'est-à-dire que je construis de l'historicité par rapport à des enjeux. Donc, ce n'est pas rendre visible, c'est donner à voir. Donc, structurer. Non, donner à voir, c'est réfléchir à ce que je montre. Pourquoi moi j'ai choisi Fanny Raoul, Clémence Royer et quelques autres, et puis par ailleurs des problèmes globaux, comme l'avortement ou démocratie exclusive, les deux gouvernements, etc. Je croise à la fois, c'est pour montrer la sexuation du monde, justement. Et par ailleurs,
s'il fallait employer une expression, ce que j'aimerais, c'est reprendre ce qui m'a permis d'aller à la bibliothèque Marguerite Durand en 1973, c'est que j'avais découvert par un voyage aux États-Unis de vacances précédents, la revue que faisaient les jeunes américaines qui s'appelait Mise. Mise, c'est ni Miss, mademoiselle, ni Mrs, madame, c'est Mise qu'on n'a pas eu nous. Non. Et donc elles font ce journal et il y a une page dans chacun des numéros, je me suis abonnée pendant un an, qui s'appelle Lost Women. Les femmes perdues. Je vous propose de réfléchir à ce que c'est que la perte. Plus que la visibilité. Ben oui, d'accord. Donner à voir et réfléchir à la perte. Penser la perte. Qui est perdu? Parce que femmes perdues, parce que parfois les femmes aussi se sont auto-perdues. C'est exactement ce que je vous disais, la soumission. Non, pas nécessairement de la soumission, mais aussi l'analyse du rapport de force. D'accord. Ça peut être... Très bien. Voilà. Il y a du boulot. Ben, merci beaucoup, Geneviève Fraisse. Merci à vous. Merci. Donc, deuxième séquence de cette émission de ce soir où nous nous interrogeons. Nous essayons de nous interroger sur pourquoi cette invisibilité, pourquoi cet effacement des femmes encore aujourd'hui, après tant d'années, etc. Et notre deuxième invitée, que je remercie d'avoir bien voulu venir nous éclairer, est Fanny Gallo. Alors vous êtes historienne, après la philosophe Geneviève Fraisse, maîtresse de conférences en histoire contemporaine. Et dans votre thèse, les ouvrières des années 68 au trait contemporain, pratique et représentation, de ce que j'ai compris, vous avez étudié 2 entreprises, Chantel, les soutiens-gorge, les gaines, etc., à Saint-Herblaye, et Moulinex, l'électroménager, à Alençon. Et vous avez fait paraître En découdre, comment les ouvrières... Non, c'est le titre de la thèse, ça. En découdre, comment les ouvrières ont révolutionné le travail et la société. Et ce qui vaut votre présence ici plus tôt, c'est que vous travaillez sur le travail professionnel et domestique, le syndicalisme et les féminismes. 2 secteurs souvent pas rassemblés. Or, c'est très éclairant, en tout cas c'est ce qui m'a paru, d'analyser les 2. Vous enseignez aussi à l'université de Créteil, on dit l'UPEC, et vous avez publié Mobiliser, EES, point d'exclamation, une histoire féministe des contestations populaires qui est parue au Seuil, et où là, vous analysez en fait depuis 1945 le rôle des femmes dans les mobilisations populaires et dans les organisations syndicales. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, peut-être que la première question que je pourrais vous poser tournerait autour du, en termes un peu jargonnants, on pourrait dire le déni d'antériorité, enfin jargonnant pour moi. Vous dites, ce que j'ai trouvé très intéressant, que la mobilisation des femmes apparaît à chaque fois comme une nouveauté. Tout le monde s'exclame « Ah là là, elles se sont mobilisées !» L'implication des femmes dans les mobilisations ouvrières surprend encore et encore les médias. Ça ne surprend pas les militants, enfin, on va y revenir. Mais ça surprend les gouvernements et donc quelquefois aussi les militants. Pourquoi toujours cette émotion? Ah, c'est nouveau, elles se mobilisent. Que se passe-t-il? Alors effectivement, c'est une question que je m'étais déjà posée dans ma thèse, puisque dans mon travail sur les ouvrières, c'était déjà présent, c'est-à-dire la surprise face à une grève d'ouvrières où, voilà, spontanément, il y a une grève qui démarre, on ne sait pas trop pourquoi, les organisations syndicales n'y avaient pas pensé particulièrement, et puis ça se déclenche et ça peut durer très longtemps. Et ça n'a, dans la mesure où j'ai toujours travaillé globalement sur les femmes des classes populaires, eh ben, c'est une question qui m'a toujours intéressée, et je me suis lancée dans Mobiliser, au moment des femmes gilets jaunes, puisque au moment des femmes gilets jaunes... Sur les ronds-points. Voilà, sur les ronds-points, il y avait encore cette surprise, ah là là, si les femmes s'y mettent, c'est que ça doit être très très grave, ça n'arrive jamais dans l'histoire, donc il doit se passer quelque chose. L'idée d'une rareté, en fait... et d'une invisibilité. Et donc d'une invisibilité, mais d'une rareté de cette mobilisation. Et du coup, moi, la question que j'ai voulu me poser au moment des femmes gilets jaunes, ça a été plutôt de savoir, qu'est-ce qui fait qu'on les oublie, en fait ? Pourquoi est-ce qu'on oublie de façon rétrospective, systématiquement, leur mobilisation antérieure, ce qui produit en fait le fait que... L'étonnement à chaque fois. L'étonnement à chaque fois. La surprise, alors qu'en fait, il n'y a aucune surprise. Voilà, donc ça c'est l'idée du déni d'antériorité, en fait, l'idée du déni d'antériorité. Donc ça c'est l'historienne qui repère que, non.
Bien sûr, voilà. Alors, je vais y revenir sur pourquoi, en fait, mais l'idée du déni d'antériorité, ça a été élaboré par une collègue sociologue qui s'appelle Delphine Naudier, en fait, à propos des écrivaines. Et donc, c'est un mécanisme qui n'est pas tout à fait nouveau quand on travaille sur le genre, c'est-à-dire cette idée d'invisibilisation rétrospective. Alors, pourquoi cette invisibilisation rétrospective? Ça, évidemment, la question, c'est la question qu'on peut se poser. Et ça fera le lien avec ce que disait Geneviève Frey juste avant. C'est la question de l'espace public, c'est-à-dire le fait d'être dans l'espace public, de prendre la rue, par exemple, le fait de prendre la parole politiquement, le fait de prendre la parole syndicalement dans les contestations, etc., c'est finalement une transgression, puisque les femmes ne sont pas censées prendre cette parole-là. C'est-à-dire qu'on les met dans des sphères particulières, le privé, le domestique, le foyer et l'éducation des enfants. Voilà, et donc, voilà, elles ne sont pas censées prendre cette parole-là. Qu'est-ce qu'elles font dehors? Et donc, on oublie ça. Et l'autre point qui me semble très intéressant, c'est qu'on considère que leur mobilisation, elle ne concerne pas globalement la classe ouvrière. C'est pour ça que ce n'est pas seulement les médias, c'est aussi le monde militant. C'est-à-dire que quand des femmes se mobilisent... les syndicats. Quand les femmes se mobilisent parce que finalement elles sont censées gérer l'argent du foyer, elles sont le ministre des Finances, comme disait Michel Perrault, l'historienne Michel Perrault, et qu'elles n'y parviennent plus et qu'elles se mobilisent parce qu'elles n'y parviennent plus, finalement, le mouvement ouvrier tend à considérer que ça, c'est globalement pas un sujet. Le sujet, c'est le monde du travail professionnel et donc la mémoire collective qui est reprise dans le mouvement ouvrier, mais là je parle depuis le 19e siècle, hein, oui. Eh bien, elle ne fait pas mention de ces luttes-là, et on pourrait d'ailleurs citer tout un tas de cas. On parle beaucoup du début de la Révolution russe, on oublie que ce sont des ouvrières parce que elles étaient confrontées justement à cette situation de vie chère. C'est ce qui a déclenché la Révolution russe aussi. C'est des enjeux dans le monde du travail professionnel, mais des enjeux de joindre les deux bouts. Et les peines sardines. Alors, c'est précisément, ça rejoint cet enjeu de vie chère. En fait, il est très souvent secondarisé alors qu'il est en réalité central. Et donc, c'est comme ça que j'ai voulu démarrer finalement ma recherche à partir de cette mobilisation des femmes gilets jaunes. Un petit point quand même par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que je pense que si on affine l'analyse, c'est en train de changer. C'est-à-dire que depuis les femmes gilets jaunes, moi, je n'ai pas revu de propos de surprise face aux mobilisations de femmes. En tout cas, pas tant que ce qui pouvait exister jusqu'au mouvement des Gilets jaunes. Alors évidemment, il faudrait l'analyser de façon plus précise, mais j'ai l'impression qu'il y a des mobilisations qui sont tellement importantes globalement de femmes depuis notamment le mouvement des Gilets jaunes. Et la réforme des retraites aussi, et le Covid. Et la mobilisation contre la réforme des retraites, etc. Que finalement, cette question de la surprise, elle est moins présente. Alors il y a peut-être une bascule en cours, mais ça, ce sera analysé peut-être plus tard avec aussi davantage de rendez-vous dans 20 ans. De recul historique. Mais en fait, il y a une sorte de patriarcat des luttes ouvrières, des syndicats, des partis politiques qui veut les cantonner parce qu'on les affuble. Ça m'a beaucoup amusé, mais c'est tellement vrai. On parle d'Amazon, de passionnariat, bon, mais midinette, munitionnette, guêpe, chatouilleuse, c'est fou. Comme si le féminin, c'est en gros, minimisait en fait la mobilisation sérieuse. Il y a deux possibilités. Il y a le fait de minimiser ces mobilisations avec le suffixe « et », oui, effectivement. La fillette. Voilà. Ou les filles d'eux, par exemple, dans les mobilisations des années 70, j'avais beaucoup travaillé sur les ouvrières, sur l'idée de les filles de Chantelle, les filles de Furnon. Il y a... Bon, voilà, il y a cette idée finalement de on dit les filles et pas les femmes. Hein. Oui, mais on dit les filles, alors que par ailleurs, les filles de Chantelle, on continue de dire les filles de Chantelle alors qu'elles ont plus de 50 ans, etc. Mais c'est aussi un truc qui favorise la popularité de la mobilisation par ailleurs. Donc c'est très intéressant à analyser. Mais ça, c'est un côté, l'idée en gros paternaliste. Et l'autre côté, c'est des femmes violentes, c'est-à-dire les pétroleuses, dangereuses. C'est-à-dire, et à chaque fois, on les fait sortir finalement de la norme. C'est-à-dire soit par le paternalisme, soit par le fait de considérer qu'elles sont violentes, hystériques, etc., etc. Mais tout ça, toujours avec une seule idée, effectivement, invisibiliser leur participation et du coup ne pas faire que, par exemple... Ou la cantonner. Ou la cantonner, mais éviter que, par exemple, des filles d'aujourd'hui s'identifient ou des filles des générations ultérieures s'identifient justement à des femmes qui se sont mobilisées antérieurement, par exemple.
enfin, des jeunes Et filles. même dans les revues syndicales, c'était Cosette, Antoinette, c'est des choses comme ça, quoi. Oui, Antoinette, effectivement. Les revues. Oui, Antoinette, c'était le magazine féminin de la CGT. De la CGT. Oui, tout à fait. Ça n'aide pas vraiment à prendre confiance en soi, d'avoir des petits diminutifs en net et tout ça. Bah, c'est contradictoire en fait, parce que par exemple, si on parle d'Antoinette, Antoinette, ça a été un lieu, ça a été donc un magazine très important, puisque l'ambition de la CGT, c'était de s'adresser aux femmes salariées et de rivaliser avec d'autres magazines féminins. Elle, Marie-Claire. Tout à fait. Et de, justement, à la fois parler de leçons de cuisine, de proposer des patrons pour coudre des vêtements, mais en même temps de politiser donc, les adhérentes donc, au magazine et de leur montrer comment les femmes luttent, quels sont les enjeux de ces luttes, voire même, et alors dans les années 70, ça a été le lieu d'un grand débat qu'a animé la CGT, mais au-delà de ça, le monde syndical, qui était évidemment sous la pression féministe, parler de sujets qui ne sont pas forcément complètement circonscrits au monde du travail professionnel, donc parler par exemple de viol, parler par exemple de prostitution, parler de sexualité, parler de tout un tas de questions qui, à ce moment-là, voilà, ça faisait discussion sur est-ce que le syndicat... C'était même assez violent comme discussion, pour l'avoir vécu. Parce qu'on pensait que c'était hors sujet. Quand vous discutiez avec des vrais syndicalistes ouvriers, ce n'était pas les vraies luttes, quoi. Alors, mais en l'occurrence, il en était question dans Antoinette. Ça ne faisait pas consensus. Et c'est au sein de la CGT. Au sein de la CGT. C'est peu de le dire. Voilà. Mais ça a quand même favorisé un attachement des adhérentes et des syndicalistes, parce que cette période des années 70... La structurer, solidariser. Voilà. Oui, c'est des femmes aussi qui... on est dans une période d'ébullition dans les années 1968 avec des luttes ouvrières, des luttes employées qui essaiment un peu partout, une syndicalisation importante des femmes qui se réunissent dans des conférences de femmes salariées, qui discutent, qui s'impliquent, même si évidemment, qui s'impliquent avec peine. Dans le mais qui en même temps, par leur implication, quand par exemple il y a des occupations d'usines, le fait qu'elles viennent aider, faire la popote ou des choses comme ça fait durer la grève et l'occupation. Ça l'aide. Simplement, ce n'est pas assumé par les responsables de la lutte, on va dire. Oui, alors ça, c'est un autre aspect que j'ai beaucoup travaillé, c'est de revenir, de rendre compte un peu de l'histoire des femmes de grévistes, c'est-à-dire en réalité celles qui, par exemple, travaillent au foyer et permettent en fait l'implication dans les réunions tard le soir ou les occupations de locaux. Voilà, et puis même, qui des fois s'organisent en tant que femmes de grévistes. Aujourd'hui, là, il y a une doctorante qui s'appelle Rose Feinte qui travaille précisément sur ces questions. Mais voilà, c'est cette idée qu'elles s'organisent entre elles, pour soutenir leur mari en grève, elles vont aller demander des réductions de loyer, par exemple, à certains moments, parce que justement, elles ne peuvent pas joindre les deux bouts dans la mesure où c'est la grève. Il n'y a pas de salaire qui tombe, il n'y a que la caisse de solidarité. Voilà. Et on a assez peu rendu compte, il en est question de façon sporadique à plein d'endroits. Presque jamais, on lit rien là-dessus. Mais voilà, pas de façon systématique. Et ça, c'était vraiment aussi l'enjeu de mobiliser, c'est-à-dire revenir sur l'implication des femmes depuis leur travail domestique non rémunéré, c'est-à-dire, autrement dit, en tant que mère ou épouse, dans tout un tas de mobilisations, et pas que celles qu'on évoque là, mais dans tout un tas d'autres mobilisations qui ont... imprimer les tracts, les distribuer ou des choses comme ça. Mais alors, est-ce que ça veut dire pour vous que le travail des femmes est masqué, le travail à la maison au foyer est masqué, mais qu'elles-mêmes ne remettent pas en cause cette double journée de travail ou cette répartition en fait, homme-femme du travail? Parce qu'en fait, elles font le boulot, quoi. Alors, en fait, je pense que c'est pareil. Là encore, c'est des choses qui sont à nuancer. C'est-à-dire que moi, mon enjeu, c'était vraiment de montrer comment elles s'impliquent et comment elles se politisent et comment elles revendiquent depuis ce que j'ai appelé, on y reviendra sans doute tout à l'heure, mais le travail reproductif. Oui, allez-y si vous voulez. Mais... c'est-à-dire le travail qui concourt à la production et à la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire, pour le dire autrement, qui permet de retourner travailler le lendemain, au mari par exemple, et de se reproduire de génération en génération. C'est-à-dire, pour illustrer, faire à manger, faire les courses, faire à manger, s'occuper des enfants, de l'éducation, etc. Faire des enfants déjà, les élever, s'en occuper, etc. Suivre et
Servir le mari et servir les enfants. Voilà, alors ça, c'est toute la dimension domestique du travail reproductif. C'est-à-dire, c'est tout ce qui se fait globalement dans la famille et qui est effectivement nécessaire au fait de retourner travailler le lendemain. Et complètement invisible. Et complètement invisible. Bon, après, ça a été visibilisé par les féministes des années 1970, ça a été visibilisé par des collègues sociologues dès le début des années 80, et ça a continué. Enfin, je veux dire, maintenant, on a même des enquêtes emploi du temps qui montrent bien la part de ce travail domestique, qui fait quoi, etc. Bon, mais moi, mon intérêt, enfin, mon enjeu, c'était de faire le lien entre ce travail domestique-là et tous les métiers qui sont effectués dans la sphère professionnelle et qui sont déqualifiés du fait de l'assignation au domestique, parce qu'ils sont considérés comme étant le prolongement du rôle de mère. Donc tous les métiers... Le care... Les métiers qu'on pourrait appeler les métiers du care, c'est-à-dire s'occuper des enfants en bas âge, s'occuper des élèves, s'occuper des personnes âgées, les aides-soignantes, s'occuper des personnes malades, etc. Tous ces métiers, en fait, sont déqualifiés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas rémunérés à la hauteur du travail effectué. Et même considérés, indépendamment même de... Voilà, ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas reconnus, parce qu'en fait, on considère qu'il n'y a pas suffisamment... Enfin, on considère que c'est le prolongement du rôle de mère, c'est ce que j'appelle l'idée de naturalisation des compétences. On naturalise les compétences. On dit que globalement, une mère pourrait tout à fait faire globalement ces métiers-là. Et qu'elle le fait déjà à la maison. Elle n'a pas besoin d'être suffisamment rémunérée pour le faire. Et en fait, ce qui est très intéressant dans l'idée de mon projet, c'est de penser ensemble ces deux dimensions-là. C'est-à-dire les luttes en tant que travailleuse domestique non rémunérée et les luttes en tant que professionnelle déqualifiée. Parce que c'est finalement les mêmes enjeux qui se posent. Par exemple, je m'appuie beaucoup sur le travail d'une collègue qui s'appelle Maud Simonet, qui montre que pour ces travailleuses-là, professionnelles déqualifiées, on assiste à ce qu'on appelle un déni de travail. Là, ça va vous parler tout de suite, je vais incarner. On dit, c'est pas du travail, c'est de la formation. Et donc, du coup, on va faire embaucher plein de stagiaires qui vont être à peine rémunérés. On dit, c'est pas du travail, par exemple, de l'amour ou de la vocation. De la vocation dans la sphère professionnelle, de la vocation pour les patients, pour les élèves, etc. Et comme le disaient les féministes dans les années 70, justement, on dit, c'est pas du travail, c'est de l'amour, du point de vue du travail domestique qui est effectué. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans la famille, en fait, on le ferait par amour, et tout ça n'est pas du temps de travail quotidien, etc. Et donc, j'essaye de travailler, de rendre compte comment, finalement, les enjeux s'imbriquent. Voilà, tout à fait. Oui, pour la même conséquence négative, en fait. Parce que dans les études de la DARES ou de l'Éducation nationale, on voit bien que les femmes sont souvent extrêmement diplômées. Les jeunes femmes sont au moins autant diplômées mais elles s'orientent nécessairement, en fait, par autosuggestion, j'imagine, vers ces métiers du care, de l'EHPAD, de l'aide-soignante, de l'école maternelle, de l'école primaire, etc. Des métiers qui permettent éventuellement d'élever les enfants, d'avoir des congés maladie, tout ça, mais qui sont beaucoup, beaucoup moins payés. Après, il y a un écart de rémunération. Je ne parle même pas de la considération sociale. C'est pas, alors qu'elles ont pu faire des études d'ingénieur, mais elles ne vont pas s'orienter là-dedans parce que ça ne va pas permettre de... Oui, c'est ça. C'est trouvé très intéressant que vous fassiez quand on appartient aux classes populaires, parce qu'une des choses que j'évoque aussi dans mon travail, c'est que quand on parle des classes moyennes supérieures, et on a aujourd'hui la parité dans les CA des entreprises du CAC 40, très bien, mais on a toujours la même inégalité salariale. Parce que fondamentalement, la mise en place du néolibéralisme progressif dans les années 80 a conduit des femmes à devenir des working girls, executive women, comme les hommes. C'est ça. Et une grosse majorité des femmes des classes populaires à finalement vivre ce qu'ils ont appelé comme politique publique, les politiques de la dite conciliation, qui ont par exemple donné lieu au temps partiel, à la précarisation, au contrat à durée déterminée, etc. etc. Et donc il y a cet enjeu, il y a ce double enjeu, c'est-à-dire que, en gros, là, moi, les personnes qui m'intéressent dans mon travail, c'est vraiment les femmes des classes populaires. C'est pas le petit nombre de femmes qui se sont fondues dans le moule de l'organisation du travail au masculin, faisant faire d'ailleurs tous les travaux qui leur étaient assignés antérieurement. Par des personnels domestiques à la maison. Par d'autres femmes, voilà. Notamment d'ailleurs racisées, etc. Notamment, racisées. Oui, alors justement, ça c'est une autre question que je voulais vous poser. En fait, vous avez l'impression qu'il y a des relations entre ce qu'on appelle l'intersectionnalité aujourd'hui, entre le travail que vous menez et les personnes racisées ou les personnes...
Oui. Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en gros, moi, ce que j'ai travaillé sur plusieurs terrains et j'ai essayé de montrer en fait la variété des classes populaires. Alors il y a plein de gens que j'ai oubliés, hein, évidemment, on ne peut pas toujours parler de tout. Mais par exemple, je me suis interrogée sur le monde rural et j'ai aussi voulu rendre compte de ce que ça pouvait signifier justement de vivre le racisme et le sexisme au quotidien hein, dans la société de la fin des années 70, du début des années 80. Donc c'était des questions qui m'avaient déjà aussi intéressée antérieurement. Mais là, par exemple, voilà, j'ai travaillé sur une association qui s'appelle les Nanabeurs, qui justement organise les femmes donc dans les quartiers populaires, notamment à Boulogne-Billancourt, autour de la question des violences, autour de la question de l'alphabétisation. Et du coup, comment, en fait, ce que j'ai montré, enfin, ce que j'essaye, l'idée que j'évoque hein, dans mon livre, hein, c'est l'idée que le travail d'intégration, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'elles sont censées faire, c'est-à-dire que ce qui s'ajoute à leur travail, au travail domestique des autres, globalement, c'est le fait qu'elles sont censées, en plus, intégrer notamment leurs enfants et s'intégrer elles-mêmes, hein, ce qui, en réalité, est matériellement un travail supplémentaire en tant que racisée. Donc, je reviens un peu sur ce point-là. Et puis, surtout, j'aborde les luttes dans la période récente. Et ça, c'est très intéressant. C'est que depuis les années 2010, on a des luttes, justement, de femmes racisées. Par exemple, l'hôtel Ibis du Matignon, hein, qui était une des luttes les plus emblématiques. Qui a donné lieu à une série télévisée, d'ailleurs. Voilà, qui est assez, voilà, qui est très connue. Enfin, qui est très connue. Elle a duré très longtemps, en fait, cette lutte. Voilà, c'est ça. Et qui, en fait, met en mouvement des femmes racisées. Alors, il ne s'agit pas de dire comment ça s'explique ça. Ça s'explique par le fait qu'il y a une division sexuée du travail qui fait que les femmes sont assignées à certains métiers, ça c'est comme le nettoyage, que vous disiez juste avant, mais que par ailleurs, il y a une division ethno-raciale du travail qui existe dans notre société. C'était déjà le cas dans les années 70, hein, l'établi de Robert Linhart. C'est exactement ça. Exactement, il va en qui usine. était manœuvre, etc. etc. Bon, bah là, c'est pareil, sauf que ce sont des femmes, et donc, du coup, il y a un double enjeu dans le fait qu'elles soient assignées à ce type de poste-là. Et donc, évidemment, leur mobilisation, elle montre, là encore, il y a tout l'enjeu de l'internalisation de leur travail. Hein, c'est ça l'enjeu de ces luttes-là, notamment dans les grands hôtels, c'est-à-dire que c'est des sociétés sous-traitantes. Après, oui, c'est exactement. Voilà. Mais du coup, d'internaliser et aussi de visibiliser finalement leur travail et de montrer la qualification qu'elles mettent en œuvre. Comme indispensable au fonctionnement de l'hôtel. Voilà, tout à fait. Et au bien-être. Et par ailleurs, c'est aussi cet enjeu qu'on retrouve là dans la période post-Covid. Hein. Moi, je pense qu'il y a eu un effet aussi de cette période liée à la pandémie, où il a été question assez largement de la revalorisation des métiers à prédominance féminine, etc. Bon, ça n'a pas été suivi d'effet du tout. Cela dit, ça a produit par exemple des luttes d'AESH, donc les femmes qui accompagnent les enfants en situation de handicap dans les écoles. Tout à fait. Et qui, du coup, se mobilisent justement pour visibiliser. Et qui gagnent rien. Voilà, et les compétences qu'elles mettent en œuvre. Et en tout cas, pour la région parisienne ou pour d'autres académies comme à Marseille, ce sont beaucoup de femmes racisées également. Et donc, voilà, il y a là un enjeu, on va dire, intersectionnel qui permet de montrer comment la division sexuelle, la division ethno-raciale s'imbriquent et produit justement des trajectoires professionnelles avec des enjeux particuliers. Alors, puisque vous êtes en train de donner des exemples, si on remonte un peu en arrière, moi j'ai été très intéressée, mais c'est peut-être une question de génération, tout ce que vous expliquez sur la jeunesse agricole chrétienne féminine, puisque dans les mouvements catholiques, il y avait une sorte de séparation, la JACEF, et donc tout ce qu'elles ont élaboré, en fait, avec la formule « voir, juger, agir ». Donc, on constate la situation, et puis après, qu'est-ce qu'on va faire, quoi. On analyse ensemble, et qu'est-ce qu'on va faire. Et le rôle central que ces paysannes, en fait, ou agricultrices, ont joué, alors qu'aujourd'hui encore se pose la question du statut de la femme d'agriculteur. Alors, effectivement, l'époque sur laquelle je travaille quand je parle de la JACF... C'est les 60, c'est les 60. Non, mais même, c'est avant. Après 45. C'est par exemple... Oui, parce que pendant la guerre, elles avaient pris en charge. Femmes dans la vie rurale, une des brochures de la JACF qui a beaucoup circulé, elle date de 47. Donc voilà. Donc déjà, le truc qui est important, c'est de se dire que c'était un mouvement de masse, hein, la JAC et la JACF. Et populaire, très populaire. Très populaire, plusieurs dizaines de milliers de personnes qui même se rassemblent à certains moments. Et mon idée,
c'était aussi ce qui m'avait en fait questionné, c'était de voir toute cette génération de syndicalistes dans le monde agricole, notamment dans l'ancêtre de ce qui va devenir le mouvement des paysans travailleurs, ce qui va devenir la Confédération paysanne notamment, qui donc, dans les années 70, on a beaucoup de femmes qui sont impliquées là-dedans, qui d'ailleurs, dont l'enjeu sera précisément d'être reconnues comme agricultrices, parce qu'elles ne le sont pas du tout reconnues comme agricultrices. Elles sont, non, mais encore aujourd'hui, c'est très difficile. Encore aujourd'hui, il y a effectivement tout un tas de questionnements autour de ça. Mais là, il y a quand même eu une reconnaissance. Mais effectivement, là, c'était verbalisé, assumé comme combat, comme objet du combat. Dans les années 70 notamment, oui, ça monte en puissance sur la deuxième moitié des années 70, etc. Et donc, la JACF, effectivement, c'est comme la JOCF, comme l'Action catholique spécialisée dans son ensemble. La CO, la CO, il y a tout la GEC au point de vue étudiant, etc. Tout ça. L'idée, elle se fonde sur une pédagogie particulière qui est donc le voir, juger, agir. C'est-à-dire analyser ce qui se passe autour de moi, se positionner par rapport à ce qui se passe autour de moi, agir pour que ça change. Et tout ça collectivement. Et du coup, pour la JACF ou la JOCF, en non-mixité. Oui, c'est ça, c'est des groupes féminins. Mais pas en non-mixité comme la non-mixité des féministes des années 70 qui l'ont choisi pour discuter ensemble dans le cadre de groupes femmes, une non-mixité imposée pour des raisons morales par l'Église. Absolument. Cela dit, quels effets ça produit ? Ça produit pas exactement les mêmes effets que les groupes femmes des années 70, ce serait totalement anachronique et décalé, mais ça produit le fait de prendre conscience aussi de sa position en tant que femme dans ce monde agricole. Alors, par ailleurs, la JACF, effectivement, il y a beaucoup de classes populaires, il y a des ouvrières agricoles, des servantes de ferme, etc. Mais il y a aussi des exploitantes, des filles d'exploitants, d'exploitantes. Et donc, il y a des enjeux de classe à l'intérieur qui sont très intéressants et qui sont discutés. En tous les cas, moi, ce qui m'a intéressée là-dedans, c'est de voir comment ces femmes sont enjointes à jouer un rôle dans l'exploitation et à comment finalement leur travail reproductif, alors c'est pas du tout un terme qui est utilisé dans non, à l'époque pas du tout. Non, mais même de manière générale, c'est vraiment une catégorie analytique, c'est comme ça que moi je l'utilise, mais en tous les cas, comment on les enjoint à jouer un rôle pour la libération de la femme, on dit à l'époque, on est vraiment dans une période où il s'agit de libérer la femme, mais dans un rôle de complémentarité des sexes, c'est-à-dire une égalité, mais dans une complémentarité naturalisée des sexes. Après 1945, jusqu'à la fin des années 60, on ne remet pas en cause tout un tas d'enjeux qui sont liés à où est-ce qu'on se situe dans l'organisation du travail, le rôle de mère, etc., etc. Mais il y a quand même l'idée de tendre vers une forme d'égalité, en fait, et de donner un rôle, en fait. Et parce que ça se croise avec l'idée catholique de l'époque, la mission. C'est la mission en milieu ouvrier, la mission en milieu agricole. On pense, parce qu'on va analyser, et comme on va analyser, on va diffuser la bonne parole, la bonne analyse, mais la bonne parole aussi. Et donc le catholicisme aussi. En fait, je crois que c'est c'est cette idée, ça, c'est les enquêtes, c'est un grand classique, en fait, de l'intervention en milieu populaire. C'est valable pour le catholicisme social, mais pour le communisme, bien sûr. Exactement. C'est-à-dire de saisir un peu ce qui se passe autour de moi pour comprendre ce qui se joue et expliquer. Et faire prendre conscience. Et voilà. Et du coup, agir par rapport à ça pour transformer les choses. Oui. Mais alors, vous prenez aussi d'autres exemples. On ne peut pas s'attarder sur tout, mais j'ai été intéressée. Les écoles populaires kanak, ça, c'était en fait quelque chose qu'on ne connaît pas beaucoup, en fait, ici. Non, pas du tout. Alors après, il est davantage question de la Kanaki depuis l'année dernière, mais... oui, enfin, il a été question sur Rocard aussi. Oui, c'est vrai. Bon, enfin, là, voilà. Non, alors l'idée, justement, là, c'était de sortir de l'Hexagone et de montrer que ces questions, elles ne sont pas uniquement valables ici, enfin, dans l'Hexagone, et du coup, de voir comment, justement, dans le cadre du mouvement indépendantiste kanak, il y avait eu la construction de ces écoles populaires kanak qui... Comme contre-école coloniale, en fait. Exactement. Oui, ça, c'est très intéressant. Ça, c'est quelque chose que moi, j'avais jamais... Et bien sûr, ce qui n'avait pas forcément été évoqué ou n'avait pas encore, où le doigt n'avait pas été mis sur cette idée, c'était principalement des femmes qui prenaient en charge ces écoles populaires kanak. Et donc, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer, c'est-à-dire que dans le cadre de la lutte indépendantiste, on met en place une éducation populaire anticoloniale pour, justement, pour se mobiliser aussi, d'ailleurs, différemment. Et pour l'avenir. Et pour l'avenir, voilà.
pour l'avenir, mais tout en se mobilisant justement contre la situation coloniale. Mais alors, il y a aussi, ça vous en parlez bien, on a l'impression que se crée, à côté des syndicats ouvriers, un syndicat qui s'est appelé Cadre de Vie, avec des organismes comme la CSF, la Confédération syndicale des familles, ou la CSCV, la Confédération pour le cadre de vie. Et c'est au sein des centrales syndicales, comme par exemple la CFDT, il y a tout un syndicalisme qui va s'occuper des crèches, des garderies, des jardins publics pour que les enfants... et ça donnait aussi des consommateurs. Tous ces mouvements-là, est-ce que ça veut dire que le syndicalisme ouvrier traditionnel, qu'il soit CGT, CFDT ou autre, n'a pas réussi à accueillir ces luttes-là? Elles ont dû se construire. Parce que c'est aussi un syndicalisme, le cadre de vie, c'était aussi sur l'urbanisme, en fait. Oui. Sur tout le logement des années 60, 70, la consommation avec le début de la publicité à la télévision. Je me souviens, il y a carrément des réflexions sur quel genre de publicité on accepte à la télévision ou non. Est-ce que ça veut dire qu'avec ces syndicats ou ces mouvements créés à côté des syndicats ouvriers, on est obligé de les créer à côté parce que c'est comme ça qu'on acquiert une sorte de reconnaissance, sinon ça reste invisible au sein des syndicats ouvriers? Alors, en fait, ça ne s'est pas tout à fait comme ça. Mais évidemment, ça pose aussi cette question-là. C'est-à-dire que, en fait, ce syndicalisme résidentiel et familial qui va se dénommer de cette manière-là dans les années 70, il est héritier du mouvement des familles, en fait. Oui, c'est exactement ça, oui. Vous avez raison, oui. Oui, c'est ça, oui. Qui s'implantait justement dans les quartiers populaires après 1945, qui ensuite a donné lieu à plusieurs organisations. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais dans une logique, à ce moment-là, dans le cadre du catholicisme social, en fait. Oui, il est héritier, mais pourquoi il ne peut pas, parce qu'il y avait quand même des prêtres ouvriers, il y en avait plein qui étaient au Parti communiste, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas... conquérir des droits de cité ou une reconnaissance au sein des syndicats ouvriers? Alors, en fait, en réalité, ce qui s'est passé sur la question typiquement du cadre de vie, c'est que cette question du cadre de vie, elle a été appropriée, par exemple, par la CFDT. Oui, totalement. Dans les années 60. Et d'ailleurs, à la fin des années 60, la CFDT se dote même d'une structuration en termes de cadre de vie, avec une réflexion autour de à quoi bon travailler moins, avoir des revendications salariales, si on a 2 heures de transport par jour et on vit dans des états insalubres. Donc, cette question-là, elle est portée aussi par la CFDT. Elle commence aussi, la CGT la porte un peu plus tard, ou en tout cas parle plutôt pendant tout un temps de qualité de vie. Oui. Ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que ces questions-là, elles viennent aussi de l'organisation des femmes, notamment dans le cadre de l'Union des femmes françaises, qui, dans les années 60, met en avant la qualité de vie, le temps de vivre, donc avec toute une campagne, en fait, plusieurs campagnes, en fait, autour de ces questions, en fait. L'Union des femmes françaises, c'était une organisation qui était censée organiser les femmes, justement, en tant que femmes, sachant que la CGT devait organiser les femmes salariées. Donc, il y avait une sorte de répartition. Les autres. Voilà. Donc après ce syndicalisme du cadre de vie, moi, il m'a intéressée parce qu'effectivement, il a participé d'une politisation importante des femmes sur la base de leur quotidien de travailleuses domestiques non rémunérées, autrement dit de mères ou d'épouses dans les quartiers populaires après 1945, qui par exemple organisent le partage des machines à laver dans les cités. Et qui, du coup, de ce fait-là, réfléchissant collectivement à comment elles vont partager leurs machines à laver, on arrive à se dire, tiens, ce serait bien qu'il y ait une garderie, parce qu'au départ, elle gère les enfants des autres comme ça, de façon informelle. Et puis, finalement, on a des métiers qui se créent, des structurations qui s'opèrent, etc. En tous les cas, cet enjeu, effectivement, du cadre de vie, il prend de l'ampleur avec l'idée d'être ce que le syndicat professionnel est à l'entreprise et de l'être au niveau du quartier populaire, au niveau du quartier. C'est-à-dire se poser la question non seulement de l'urbanisme, non seulement de la garde des enfants, les espaces verts, et ça aboutit sur l'écologie aussi. Voilà, à un moment précisément, ça aboutit tout à fait sur l'écologie. C'est d'ailleurs une question qui m'a intéressée récemment. C'est comment ce syndicalisme du cadre de vie s'est aussi impliqué dans la lutte contre le nucléaire. Exactement, de façon très importante, à un moment où le Parti communiste était à fond pour. Voilà, par exemple.
et où du coup ça créait aussi des tensions. Et donc cet enjeu-là, il me conduit à poser des questions effectivement liées à l'environnement, puisque en fait c'est l'idée de la reproduction sociale qui englobe l'idée du travail reproductif qui est au cœur de mon travail. C'est que vont devenir mes enfants en fait. Que vont devenir mes enfants avec des boues rouges et des déchets toxiques dans la mer Méditerranée? Que vont devenir mes enfants avec la disparition des insectes, des avec plantes. des centrales nucléaires qui sont en train de s'implanter partout, avec les déchets nucléaires, que vont devenir mes enfants? Et ça, c'est l'enjeu de l'idée de la reproduction sociale. C'est donc... voilà. Alors, je vais faire une petite provocation. L'arrivée de 2 femmes à la tête des grandes centrales syndicales ouvrières, ça risque de changer quand même un peu les choses ou non? Parce que vous dites quand même à la fin de votre... Il y a une formule que je voudrais que vous nous expliquiez. Vous parlez de désandrocentrer l'analyse des combats et des mobilisations. Donc, désandrocentrer, ça veut dire sortir de l'apanage exclusif des hommes? Sortir d'une vision masculine de l'intervention militante, qui a, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, été considérée comme neutre, mais qui en réalité était masculine. En fait, c'est l'idée, donc désandrocentrer la contestation. Moi, je reprends ce terme-là, là encore, de Maud Simonet qui l'a utilisé pour parler du travail. Alors, l'idée de désandrocentrer le travail, ça a occupé tout l'espace médiatique de la dernière mobilisation contre la réforme des retraites en 2023. Oui. C'est-à-dire le fait que les femmes n'ont pas les mêmes carrières que les hommes, que le temps partiel, etc. Ça produit les disparités de revenus au moment de la retraite. Donc, évidemment, c'est un mot peut-être un peu difficile, mais pour expliquer une idée qui est très simple, qu'il s'agit de sortir d'une logique masculine du travail. C'est-à-dire sortir d'une logique masculine du travail, ça veut dire... Mais pas que du travail, en fait, c'est toute la société, en vrai. Oui, bien sûr, mais déjà du travail, et après, désandrocentrer la contestation. Alors, je vais vous donner un exemple qui va l'incarner facilement, et je vais après détailler sur ce qui joue par exemple, dans les organisations syndicales. L'idée de désandrocentrer la contestation, ça veut dire sortir de la logique selon laquelle la grève ne concerne que le monde du travail salarié. En fait, là, je reprends une collègue qui s'appelle Veronica Gago, qui est une chercheuse argentine, qui explique qu'en réalité, seule une grève féministe peut être générale. Puisque si on parle de la grève générale et qu'on a cette perspective de la grève générale, et qu'on envisage uniquement le monde du travail salarié, eh ben, on laisse de côté toutes les travailleuses domestiques non rémunérées, tout le travail domestique non rémunéré qui est absolument essentiel. 50% de la population, en fait. Non, mais en tous les cas, même, pas forcément, mais en tous les cas, ce travail qui est nécessaire à la reproduction de la force de travail, on le laisse de côté. Et évidemment, en Argentine, il y a aussi tout ce qui se rapporte au travail informel, qui n'est pas reconnu, etc. Aujourd'hui, en France, on pourrait ajouter comment est-ce qu'on fait en sorte de construire la grève dans tous les métiers des travailleurs et des travailleuses indépendants, par exemple. C'est aussi une question, c'est-à-dire penser la grève autrement que l'usine. Non, mais puis en dehors, enfin pas que en rapport avec le monde salarié. Et évidemment, ça c'est cet enjeu stratégique qui est très fort. L'idée de désandrocentrer la contestation, mais il y a aussi l'idée des pratiques militantes qu'on met en œuvre. Et ça, j'y reviens tout du long de mon travail, puisque un enjeu, c'est de dire... on ne peut pas uniquement parler des revendications des mouvements sociaux sans faire référence à la manière dont ils sont composés. C'est-à-dire que si un mouvement social, prenons 36, une grève très importante, défend l'idée de à travail égal, salaire égal, et qu'il n'y a aucune femme, à part Martha Derrimo, qui fait un passage ponctuel dans les négociations suite à, justement du fait de la grève, évidemment, la question de l'égalité salariale ne sera jamais posée. Elle n'est pas posée. Mais c'est valable pour les femmes, c'est valable pour les personnes racisées, c'est valable pour les personnes en situation de handicap, etc. etc. C'est-à-dire que la composition des organisations, elle est essentielle. Et donc, quand... justement, à la fin des années 70, sous la pression des mouvements féministes, on a des organisations syndicales comme, par exemple, la CFDT qui dit « en finir avec un syndicalisme d'hommes », et donc qui explique ce qui est entendu par l'idée de syndicalisme d'hommes. C'est pas seulement mettre un peu de femmes, c'est aussi revoir la manière dont on milite. Totalement. Oui. Comment on milite, comment on intervient. Est-ce qu'on valorise... Comment on prend la parole? Où est-ce qu'on intervient? Est-ce que, il y a cette idée de qu'est-ce qu'un bon militant, par exemple?
C'est toutes ces questions en fait qui sont posées et qui se traduisent à la CGT de façon différente parce qu'à ce moment-là, il y a le débat sur les catégories, c'est-à-dire qu'il y a la classe ouvrière et les immigrés, les jeunes, les femmes. Et là, justement, elles disent non, on a marre des catégories. Oui. Donc, mais là, concrètement, ces questions-là, elles sont toujours d'actualité. Et elles sont toujours d'actualité quand on pose la question, par exemple, on est dans une réunion militante, ça parlera peut-être à des spectatrices, et puis on n'ose pas prendre la parole, et on nous dit « t'as qu'à, vas-y ». Et en fait, la responsabilité, elle est mise sur nous qui ne parvenons pas à prendre la parole. Alors que, en fait, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que le problème, c'est pas nous, le problème, c'est le cadre. C'est que le cadre n'a pas réuni les conditions pour que nous prenions la parole. Et si le cadre ne réunit pas les conditions pour qu'on puisse prendre la parole, on peut supposer que ce cadre il sera en désadéquation avec les enjeux du monde du travail professionnel et domestique aujourd'hui. Et de la démocratie, et de la liberté, et d'égalité. Voilà, tout à fait. Merci pour cet enthousiasme. Je recommande la lecture. C'est passionnant. Donc, on a quand même des raisons de penser qu'on va peut-être enfin en sortir. Ah bah alors, je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant... Moi, je suis historienne, je prédis pas. Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est que dans votre manière de voir les choses historiennes et politiques, sociales, etc., on voit bien que la recherche bouge aussi, terriblement. Bon, enfin, disons que c'est un autre sujet, probablement un sujet pour une autre émission. Merci beaucoup, Fanny Gallo. Merci beaucoup. Alors, en définitive, ça semble difficile d'analyser ce qui se passe aujourd'hui du point de vue des invisibilités et des discriminations dont sont victimes les femmes et les jeunes filles. Comment analyser ces situations d'effacement? C'est ce que les travaux de recherche d'aujourd'hui, finalement, pointent. Et il y a un avancement qu'on ne connaît pas forcément sur la recherche actuelle et comment la recherche prend en charge ce sujet, avec des pistes d'action probablement tout à fait innovantes. Donc on accueille ce soir comme dernière invitée Geneviève Prevot. Je vous remercie beaucoup d'être venue. Vous êtes sociologue, spécialiste du travail, du genre et du mode de vie écologique. C'est déjà très intéressant, le rassemblement des trois. Diplômée de permaculture, médaille de bronze du CNRS, directrice de recherche au Centre d'études des mouvements sociaux, le HSS, et vos recherches portent sur la politisation du moindre geste et les alternatives écologiques. On va y revenir parce que c'est très novateur, donc il faut prendre son temps pour bien comprendre, mais c'est passionnant. Vous avez notamment publié ce qui nous amène à en discuter ce soir, Quotidien politique, féminisme, écologie et subsistance, c'était en 2021, et sorti en poche en 2024. Et la subsistance au quotidien, compter, C-O-N-T-E-R, ce qui compte, C-O-M-P-T-E, en 2024. Alors, ma première question serait peut-être sur, vous dites, en fait, quand on vous lit, c'est très intéressant, parce que ça décale complètement le raisonnement classique qu'on peut avoir en général sur ces questions d'effacement et d'invisibilité. Mais il faut quand même quelquefois un peu s'accrocher. Donc, par exemple, vous dites quelque part que c'est le colonialisme et le travail domestique assuré par les femmes dont la plus grande invisibilité qui a permis d'accéder à cette société de consommation que nous connaissons. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour vous, une autre organisation sociale plus égalitaire et surtout écologique serait possible. Mais alors, à quelles conditions? Voilà, ça fait quand même tout un paquet de questions costauds. Oui, mais je vais commencer par le premier segment de votre phrase qui fait le lien entre colonialisme... c'est votre phrase à vous. Oui, travail domestique des femmes et accès aux dits progrès. Et là, je vais rajouter des termes, colonialisme, donc progrès dans les pays du Nord, mais aussi émancipation salariale des femmes pour devenir cadre. Donc en fait, pour refaire tout le trajet qui nous fait passer par la colonisation, faut repartir de deux théoriciennes en fait sur lesquelles je m'appuie énormément, qui sont des écoféministes allemandes, Maria Mies et Veronika Bellel-Thomsen, et qui toutes deux ont travaillé sur les pays du Sud en fait dans les années 70, et donc ont en plein mouvement libération des femmes une approche un peu différente en fait du progrès émancipateur qui ferait que d'accéder
accéder à la société de consommation, de production et au salariat serait La voie du salut. émancipatoire pour les femmes, mais aussi pour les hommes, parce qu'en fait, elle montre que pour accéder à cette fameuse cuisine équipée, à ce fameux travail de cadre, il faut, dans un premier temps historique, avoir colonisé les pays du Sud, dans lesquels vont être accomplis des travaux agricoles, mais aussi évidemment des travaux ouvriers à bas prix, dans lesquels une femme paysanne va produire en nature le travail qui permet de payer moins son mari pour qu'ensuite le produit soit vendu, rebasculer dans les pays du Nord et arriver sur aussi bien dans nos foyers domestiques que dans toutes les scènes de travail. Et ce qu'elles expliquent, c'est que cette circulation-là, elle devient invisible et donc et en même temps, elle est naturalisée, elle n'est pas interrogée. Alors évidemment, elle est fortement interrogée dans les pays colonisés qui, eux, voient immédiatement la brutalité puis un développement assez mortifère et très, très asservissant. Et c'est aussi pointé du point de vue des sociétés paysannes des pays du Nord qui, elles, assistent au processus d'exode rural, c'est-à-dire les campagnes, en quelque sorte, se retrouvent démantelées, démembrées, avec une partie qui part à la ville et puis un petit peu qui reste et qui doit, au prix de sa force de travail, à beaucoup moins produire beaucoup plus. Et donc, ça crée évidemment de la mécanisation agricole accueillie avec une forme de malédiction. Mais on voit bien quand même que dans le processus de colonisation et de modernisation, ça s'appuie conjointement, aussi bien dans les Nords et a fortiori dans les Suds, sur un travail très très particulier dont Fanny Gallo a parlé aussi précédemment, qui est le travail reproductif. C'est ça. Et ça, c'est assez important parce que le travail de reproductif, de reproduction de la force de travail, il s'appuie sur deux types de tâches. En tout cas, ces écoféministes et qui s'intéressent à cette circulation des Nord au Sud au Nord, elles mettent en évidence deux types de travail domestique, en quelque sorte. Le travail domestique de ménage, d'assemblage de produits achetés, comme la cuisine ou d'élevage, enfin, éducation des enfants, ou s'occuper des vulnérables d'un côté, le travail de soins, et de l'autre, un autre type de soin, qui est le soin de matière vivante qu'il va falloir reproduire dans la sphère domestique ou dans des maisonnées ou dans des sphères plus collectives et qui là est d'une autre nature que ce qu'on achète. Donc il y a d'un côté le travail domestique de consommation et de l'autre le travail de subsistance en nature. Et là, ça consiste, alors je pense que je vais employer des mots beaucoup plus simples, faire son potager, faire des conserves, s'occuper d'animaux d'élevage, du petit élevage. Et il se trouve que sur cette scène-là, il y a beaucoup de femmes en fait qui continuent en fait à maintenir ces gestes parce qu'il n'y a jamais de travail de consommation pur. On sait bien qu'il faut toujours refabriquer des choses, mais il n'empêche que ça crée quand même une évolution historique très forte, un temps où le travail domestique, c'est beaucoup de femmes qui se retrouvent, et d'hommes aussi, qui se retrouvent à aller chercher de l'eau, travailler la terre, fabriquer des vêtements. Pour prendre ces exemples, plumer les poulets, donc avoir des formes de souveraineté alimentaire, souveraineté vestimentaire, et voilà. Et puis du coup, veille sur le territoire aussi, avec un écosystème et une écologie qui est fondamentale pour ces sociétés dites de subsistance. Et donc ce travail-là, en fait, il va le faire basculer en travail de consommation. Et pour ça, en fait, il y a une série d'activités qui étaient avant à domicile, ou en tout cas assurées localement, qui vont être basculées à l'autre bout du monde, ou dans les villes, mais à l'autre bout du monde. Le textile, par exemple, c'est un type de matériau qui a la grande vertu, qui peut faire 4 fois le tour de la Terre sans se périmer.
Donc en fait, c'est très pratique quand on veut délocaliser. Jusqu'à finir dans le désert d'Atacama. Voilà, et puis voilà, on connaît maintenant les vêtements fabriqués au Bangladesh, le coton qui est fondé sur les plantations. Voilà, donc en fait, il y a aussi un lien très puissant avec évidemment la mise en plantation pour de la monoculture, puisqu'il va falloir produire de façon mondiale des denrées qui vont faire le tour du monde avec des esclaves. Oui. Donc en fait, c'est pour ça que pour répondre pour le colonialisme. Le colonialisme, c'est que c'est aussi tout à fait dépendant d'un mode de production très particulier qui consiste à faire de la monoculture sous forme esclavagiste avec des populations transbordées ou des populations ultra spécialisées dans des tâches, dans des usines. Et complètement sous-payées. Et sous-payées. Et tout ça, ça vient balayer ce qu'on va appeler des sociétés de subsistance qui, elles, ont, à l'inverse, en fait, sont dans la polyculture élevage, qui sont paysannes artisanes, qui donc cumulent en leur sein, à une échelle géographique réduite, avec des circulations commerçantes, bien sûr, hein, on n'est pas dans des mondes oui. du tout, des circulations commerçantes, mais une grosse partie de l'activité qui reste malgré tout aux mains de petits territoires. Donc, en fait, ce qui serait intéressant, c'est que vous nous expliquiez votre méthode de travail. Ce que j'ai compris, c'est que vous faites un travail d'immersion. Vous appelez ça des séjours ethnographiques avec des entretiens. Vous êtes allé à Valonde, Pontiol, vous êtes allé à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc, vous dites que vous avez fait un travail de diariste. C'est une yourte qui est habitée par un couple, Florian et Myriam, et leur petite fille de 3 ans. Ils ont 9 hectares de friches et de bois, 4 hectares de prairies prêtées. Et ils vivent sous le seuil de pauvreté, 1 300 € par mois, dans un habitat très léger, pas d'eau courante, pas d'électricité. Et rien ne les prédisposait en fait à ça, de ce qu'on comprend quand on est lecteur, quand on vous lit, parce que Florian est un ancien animateur avec une capacité en droit. Myriam, elle a un BTS de gestion. Et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est que c'est à la fois des boulangers, alors qu'aucun de leurs parents, de leur famille n'était dans la boulange ou dans l'agriculture. Ils n'ont pas hérité de terre non plus. Et ils se désignent comme des babaspides. Donc il n'y a pas de contrat de travail, il n'y a pas de contrat de location, il n'y a pas de facture d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ils ont une polyactivité, j'ai compris que c'était très important, mais qui correspond à aucune catégorie professionnelle. Pour un lecteur moyen comme moi, on a l'impression que c'est de la précarité. Or, vous, c'est certainement pas un nouveau mouvement social que vous y voyez, mais c'est une piste d'avenir plus que sérieuse. Oui, pour faire suite avec ce que je disais tout à l'heure, c'est les sociétés de subsistance ont été décimées par les sociétés industrielles, ou en tout cas sont assiégées pour faire advenir une société de consommation de production. Est-ce qu'il reste dans les pays du Nord des endroits où des formes de réinvention de sociétés de subsistance se déploient? Et donc pour ça, moi je suis allée voir dans différents types de lieux, des lieux qu'on pourrait dire en lutte, qui luttent précisément pour préserver des terres, les garder, les conserver à leur fonction arable, comme la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes, où il s'agissait de mettre un aéroport et de bétonner 1300 hectares de terre, ce qui est quand même gigantesque, et de bocage préservé. Et je suis allée aussi voir dans des campagnes qui mènent ce que j'ai qualifié des luttes feutrées, c'est-à-dire c'est des personnes qui vivent ici et maintenant autrement, en habitat léger, mais aussi dans des habitats en dur qui vont être éco-construits, qui font des métiers, notamment en terre crue. C'est aussi un métier et un mode de construction qui est fondamental pour comprendre, qui était très 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 répandu avant que le béton nous submerge, et qu'il est encore dans plein de pays du Sud. Et donc en fait, là où au contraire il s'agit d'exercer des métiers artisanaux, agricoles, ou dans des métiers du soin, ou dans social, la naissance à domicile, par exemple. À domicile. Enfin voilà, c'est tout un cortège de petits métiers qui sont fort utiles quand on vit dans les campagnes et que l'État central n'est pas là avec tous ses services au pied de chez soi. Et là, la lutte feutrée, ça consiste à vivre ici et maintenant autrement, en se débarrassant d'un grand nombre d'infrastructures et en créant
en formant un réseau. Donc je suis allée pour ce faire dans différents lieux, différents endroits que je raconte aussi bien dans l'ouvrage Quotidien politique, où là j'ai une approche plus théorique de qu'est-ce que c'est que le rapport à la subsistance dans différents textes féministes, mais aussi anarchistes. Et j'ai un deuxième volume, c'est ces livres, ils marchent ensemble. Pour moi, je les ai écrits en même temps, qui fait un peu l'inverse du premier. C'est-à-dire que là, plutôt que de vous raconter cette histoire de façon panoramique, là, macro, vous donnez l'exemple vécu. Je rentre dans une histoire très singulière. Je m'enfouis, mais vraiment au sens d'enfouissement, dans un tout petit territoire, et je vais épuiser une parcelle. C'est-à-dire c'est quasiment un exercice littéraire, mais c'est surtout un exercice scientifique, où je fais une petite carotte dans le sol, et puis on regarde toutes les strates géologiques. Ben moi, je fais à peu près pareil, mais avec mon attirail de sciences sociales. C'est-à-dire je fais des inventaires complets, je me concentre sur une yourte, le champ dans lequel il y a cette yourte, et autour de cette yourte, toutes les personnes qui la traversent, qui y passent, et tous les autres lieux dont cette yourte a besoin pour vivre sans eau ni électricité, et pourtant pour vivre bien. Parce qu'en fait, c'était ça aussi l'étonnement, c'est-à-dire on associe société vernaculaire, paysanne, comme quelque chose de borné, comme quelque chose de survie. Voilà, le mot subsistance, traduit dans plein d'autres pays, ça veut dire survie. Or là, c'est vraiment l'idée, on va revendiquer, de se réapproprier ce terme pour en faire au contraire quelque chose de l'abondance, de l'ordre de l'abondance. Donc moi, j'ai essayé d'explorer avec une méthode qui s'appelle l'ethnocomptabilité. Oui. Et qui consiste, alors les lecteurs, j'essaie je vous prends par la main en fait. Oui. Vraiment, c'est-à-dire je vous plonge d'abord 9 jours, mais vraiment 9 jours complets, à Vallon, dans un récit où je raconte leur histoire jour après jour. Je prends 2 saisons différentes et je raconte tout ce qui se passe. Et là, l'idée, c'était de construire un récit à la journée, mais qui relate le moindre... Tout. Voilà, c'est vraiment... Si vous savez... C'est très intéressant. Hein. En tout cas, si vous n'avez jamais vécu en yourte, je pense qu'à la fin du livre, vous avez une petite idée de ce que ça veut dire. Je raconte tout, donc tous les moindres gestes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la politisation du moindre geste, mais aussi ça vous montre que, en racontant la vie quotidienne, parce que c'est ça qui m'intéresse, la vie quotidienne, c'est qu'est-ce qui fait que ça tient ? Qu'est-ce qui fait qu'on continue à avoir les conditions matérielles, mais aussi les relations sociales, qu'on continue à avoir du plaisir à faire à ce qu'on fait, mais aussi montrer les obstacles, évidemment des formes de pénibilité, des conditions en gros de félicité, et puis aussi des choses plus sombres, mais que vous pourrez découvrir en lisant le livre. Donc moi d'abord, ma première façon de vous faire rentrer dans ce monde-là, c'est le récit. Vous avez 200 pages de récit. Si vous n'avez envie de lire que ça sur la plage, vous pouvez. Et ensuite, le projet, c'était de me dire, tout le monde n'aime pas lire des textes narratifs. Et moi, j'ai un autre outil dans mon escarcelle qui est l'inventaire, le tableau, la liste. Alors, ce n'est pas des listes à la Prévert, c'est des listes où je prends combien d'objets il faut quand on veut faire une vache. Combien d'animaux, etc. Oui, alors combien il faut de ruches pour tant de kilos de miel, combien de cinquantaines de poules, qu'est-ce qu'il faut, et je regardais le type de grillage, le type de grain, etc. Je fais des inventaires pour chaque poste d'activité, et donc là, en fait, vous balayez de page en page, c'est la partie centrale du livre. Et en fait, généralement, quand je fais des conférences, c'est vrai ils sont montrés, ces tableaux, et c'est très, très parlant. Et ça permet, en une cinquantaine de pages, en fait, de voir se déployer toute la polyactivité dont un couple est capable, aujourd'hui et maintenant, au prix d'un grand travail. J'ai dit qu'il était Baba Speed, mais plus que ça, entouré de tout un réseau de copains, un réseau qui travaille beaucoup aussi. Et il travaille énormément. Et puis, si vraiment vous n'aimez ni les micro-comptages, ni le récit, vous avez 100 pages d'analyse sociologique beaucoup plus classique, et vous pouvez aller directement à la dernière partie. Donc, c'est vrai que c'est un dispositif... j'avais vraiment conscience, comme vous le disiez, que se replonger dans la subsistance, c'était pas si simple. Ça paraissait exotisé. C'est tellement loin de ce qu'on est aujourd'hui. Ça paraissait tellement loin. Je me suis dit, je vais un peu raconter 3 fois la même histoire de façon 3 fois différente, mais qui va nous faire plonger plus avant dans chacune de ces strates pour nous rendre hyper sensibles, hyper tangibles, parce qu'en fait, la vraie preuve, c'est d'y aller.
Par l'exemple. C'est d'y aller et de goûter du bon pain. C'est ce bien vivre, il est extrêmement tangible quand on y est. Mais bon, tout le monde ne va pas aller et c'est ce que font des lieux très organisés où il y a des fortes mobilisations. Je pense à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est ce que a fait aussi la lutte contre la 69 et qu'elle va continuer à faire. C'est-à-dire, on va protéger les arbres, on va habiter la lutte et on va préfigurer pendant ce moment de lutte la future société qui est partageable, à portée de main pour demain et qui déjà aujourd'hui peut être mise en œuvre. Donc ça, c'est pour ça que c'était assez important de rendre comestible et tout à fait à la fois joyeux en fait. Joyeux et concret. Donc en fait, on côtoie grâce à vous des artisans, jardiniers, éleveurs, glaneurs, bricoleurs, commerçants, artistes, ménagers, il y a une sorte de polyvalence dont vous dites que l'enseignement scolaire à laquelle l'enseignement scolaire ne prépare plus du tout, au contraire avec une sorte de disqualification des travaux vivriers. Donc ça c'est on comprend très bien. Vous soulignez et vous soulignez quand même l'importance qu'ils accordent à la sociabilité, le partage d'objets, les bons tuyaux. Mais est-ce que vraiment vous croyez que c'est une alternative? Est-ce que c'est une vraie alternative? C'est pas une alternative puisqu'elle existe déjà. Elle existe déjà. Donc en fait, c'est pas, par contre, un monde minoritaire, un monde minorisé, un monde qui subit des répressions administratives, judiciaires, policières. Oui, victimisé très souvent. Alors j'aime victimiser. Vous aimez pas le terme. Ou au contraire invisibilisé. Oui. Ou pire que ça, criminalisé, c'est-à-dire oui, c'est ça. Et donc, pour moi, c'est une alternative qui, de toute manière, concerne une bonne partie de l'humanité qui continue à vivre sous le régime paysan-artisan dans ces sociétés qui restent encore à moitié de subsistance et à moitié modernisées. Donc ça, de toute manière, on peut dire que notre mode de consommation, c'est un confetti à l'échelle de l'humanité et voire même sur le plan géographique. Oui. Et donc, c'est plutôt, moi, ce que j'essaie de montrer, c'est une sorte de décaler le regard. De décaler le regard, de dire, en fait, ça fait pas si longtemps qu'on vit. Qu'on a perdu, oui, c'est ça. Voilà, qu'on a perdu le savoir-faire de nos 10 doigts et du milieu de vie. Et c'est un savoir-faire profondément écologique, au sens où il faut connaître toutes les ressources dites naturelles, mais qui sont très élaborées. C'est très compréhensible quand on vous lit, c'est très concret, c'est même assez fascinant. C'est très intriguant parce que c'est tellement éloigné de notre environnement quotidien. Mais c'est très intéressant, c'est pour ça que moi je voulais absolument vous inviter. Mais vous distinguez les écolos du quotidien des survivalistes. Ça n'a rien à voir avec les survivalistes, on est bien d'accord? Absolument. Mais il faut peut-être le préciser. Ah oui, c'est très très important parce qu'en fait, ça ne se veut pas un mouvement politique. En fait, il y a une écologie d'extrême droite, on va dire, et il y a une écologie sociale. Oui. Pour être plus... D'extrême droite ou individualiste. Et individualiste. Et en fait, là, la différence, parfois, on retrouve des formes, on va dire faire son potager, ça n'a rien de spécifiquement situé politiquement, récupéré de l'eau. Non, il y a énormément de Français qui font un potager. Mais c'est très différent de vouloir faire son potager pour les siens, juste pour les siens, et pour se préparer à des formes... À survivre. À survivre avec une cave toute pleine, pour les plus initiés, ceux qui seront les mieux préparés. Et ça n'a rien à voir de faire des jardins partagés avec des formations à prix libre hyper ouvertes, ou au contraire, l'enjeu, c'est que le plus de personnes possible apprennent à ce que c'est qu'un potager. Et de la même manière, ça n'a rien à voir de vouloir imaginer, sans créer sur un terroir, où on s'imagine qu'être du coin donne des privilèges et empêche de pratiquer des formes d'hospitalité. Alors que de l'autre côté, moi, les alternatives écologiques radicales, même si des populations racisées hésitent à 2 fois avant d'aller à la campagne pour plein de raisons, parce qu'évidemment, nos campagnes françaises sont extrêmement blanches, et par ailleurs, l'accès à la terre est très, très compliqué. Donc, du coup, mais il n'empêche que ces alternatives écologiques portent un idéal évidemment, interethnique et de sortir du privilège blanc, d'en sortir aussi avec des formes de recolonisation. Donc ça, c'est très différent. Du coup, d'un côté, ces pratiques, on les appelle les survivalistes, et de l'autre, moi, je les appelle des alternatives écologiques. Et alors, vous dites que c'est des leçons existentielles et politiques, parce qu'en fait, vous montrez dans tous ces exemples, avec votre méthodologie très rigoureuse de chercheuse, que oui, c'est viable.
Alors oui, en fait, donc j'ai fait quelque chose qui s'appelle de l'ethnocomptabilité. Alors, Oui, ça paraît un j'ai peu vu ça, bizarre oui. Oui, oui. comme terme, il y a le mot comptabilité. Non, mais c'était ma question d'après. Ben oui, ben En fait, votre c'est méthode de recherche, c'est ben, c'est l'ethnocomptabilité. pour vous dire que c'est viable. J'en avais tellement assez que chaque fois que je rentre de mes campagnes d'entretien ou de scènes ethnographiques, on me dise « Bon, mais alors, ils arrivent vraiment à joindre les deux bouts pour… C'est donc, ça, c'est est-ce ça. qu'ils y arrivent Misérabilis, vraiment quoi. Est-ce qu'ils n'auraient pas, un gros héritage qui Ah leur oui. serait tombé dessus ?» Parce que Ils c'est ont eu vrai, les terres. c'est Oui. vrai que c'est des classes moyennes Oui, éduquées qui investissent prioritairement cette écologie, ce type d'écologie-là. Ou alors, est-ce qu'ils ne seraient pas subventionnés avec des tas de subventions? c'est ça. Alors moi, je dis, écoutez, c'est pas compliqué. On va clairement Donner à compter voir. tout l'argent qui rentre, faire des comptes. Mais on va tout compter dans ce cas-là. On va compter aussi ce qu'ils économisent en ne dépensant pas. C'est-à-dire l'autoproduction alimentaire, l'autoproduction en bricolage, savoir par exemple faire une Les scie outils. tronçonneuse Mais c'est ça. qui marche avec 2 scies tronçonneuses qui ne marchent pas. C'est ça. Bon, voilà, tout ça, ça fait économiser, mine de rien, une tronçonneuse, puis par ailleurs de la consommation, enfin de la production de consommeuses, donc de tronçonneuses. Donc tout ça pour dire que l'enjeu, c'est de tout compter et de partir d'une économie réelle pour montrer finalement combien ils ont d'argent à la fin du mois, combien ils arrivent même à économiser, et qu'est-ce que ça leur fait économiser, mais du coup, il faut compter autre chose, c'est combien de temps ils passent à faire tout ça. Oui. Combien d'heures sont leur journée? Oui. Combien de temps ils dorment? Oui. Donc je me suis livrée à une enquête emploi du temps, minute par Oui. minute, pour vérifier, parce que une autre de mes grandes questions, c'est est-ce que monsieur et madame travaillent À parité, à parité ou pas? C'est une vraie question. bien sûr. En comptant évidemment le travail domestique, le travail de l'élevage de l'enfant et le travail des courses, parce qu'il en reste évidemment à la Biocoop ou au marché, à part égale avec un travail sur un tracteur. Et donc tout ça, c'est des investigations importantes parce qu'on ne voudrait pas que la réinvention de sociétés alternatives, Bien ça sûr. reconduise Reproduisent les schémas. des schémas de stéréotypes de genre C'est ça. très forts, d'inégalité, évidemment. Et là, je ne vous donne pas la réponse. Ou si, je vous la donne. Il faut aller la lire dans le la bouquin. lire, mais il y a des Absolument. grands tableaux Oui, énorme, énorme. qui permettent quand même de se dire, je vais peut-être quand même dire des choses, c'est que j'ai trouvé la division genrée du travail. C'est-à-dire qu'il y a quand même des tâches prioritairement faites par l'un et par l'autre. Mais en revanche, La lessive. voilà, la lessive, je pense Je qu'on vous ai est bien sur- lu. La Je vous ai bien lessive lu. reste un... Ça, c'est vraiment... Typiquement les féminin. féministes ont beaucoup montré. Ça reste un grand invariant. Par contre, il y a beaucoup moins de lessive puisque les vêtements sont... Ben oui. sont moins... sont lavés, en tout cas, en plus grosse quantité, En quantité, une fois. Quoi. oui. Mais en fait, vous mettez l'accent sur le métier de vivre, ce que vous appelez la subsistance, beaucoup plus que sur l'action collective, l'activité, quoi. Tout ce qui relevait traditionnellement de la part féminine est repris dans votre projet Travail collectif. Oui, alors moi, j'ai Ça essayé de faire bouger la notion d'action collective militante. Parce qu'en fait, il y a un répertoire d'actions qui renvoie déjà à la forme du parti, à la forme du syndicat ou à la forme du groupe militant. À la tradition des luttes. À une tradition de lutte. Alors, dans le cadre de l'écologie, c'est des luttes territorialisées. Et là, en fait, je trouvais intéressant, juste avec 2 personnes, mais en fait, qui sont tout un groupe, ils sont une 50aine, en fait, autour, de voir d'autres formes. Ils sont aussi à la Confédération paysanne dans un Oui. Évidemment que dans le groupe, il y en a qui vont aller sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Mais il y a aussi des formes très discrètes qui consistent à ouvrir un marché dans un patelin où il se passe vraiment... Rien. Si, en Pas fait, grand-chose. beaucoup de choses. Ça dépend quelle prisme on prend, mais en tout cas, à tenir son rang sur cette place du marché et à faire qu'à cet endroit-là, les gens pourront à pied, de façon hyper locale, personnes âgées et les habitants du coin, accéder à des choses, à des aliments assez extraordinaires. Donc, c'est pas... Oui, et pardon. donc, à cette occasion-là, en fait, ces scènes de marché, c'est des scènes aussi, en fait, de démonstration, de rendre tout à fait visible La convivialité. la convivialité, des moyens La sociabilité. la sociabilité, d'avoir des formes de discussion politique, mais de façon discrète à partir Et concrète. Et concrète. Appuyer Donc sur ça, du concret. Voilà, c'est exactement, c'est extrêmement concret. Et puis, évidemment, une autre forme, par exemple, qui est très répandue dans les alternatives, c'est la visite.
C'est inimaginable le nombre de personnes qui Ils se rendent visite. Ils se rendent visite, ils reçoivent plein de gens. L'hospitalité, déposer son camion. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les luttes frontales, hein, dont on sait bien qu'elles peuvent tenir des territoires, des bois, des champs. La capacité d'accueil, de faire des cuisines, des fêtes pour faire venir du monde, et puis du monde pour faire des chantiers participatifs, pour bricoler et rendre vivable aussi et viable sur le long terme ces luttes, mais aussi pour apprendre. C'est des lieux de formation. Donc c'est une hospitalité d'apprentissage. C'est ça. Il n'y a pas une sorte de volonté, aucunement de volonté didactique, de conviction comme on a bien connu, etc. Mais en revanche, ça essaime. C'est la stratégie du stolon, comme pour les fraisiers. Un peu comme ça. Moi, c'est ce que j'ai lu comme ça dans le livre. Mais vous prenez une autre image, vous prenez, pour expliquer la complexité multitâche qui nous attend, l'image de l'ornithorynque. Ah oui. Alors ça, c'est très marrant parce que c'est cet animal amphibie qui a un bec de canard, qui a une queue de castor, qui pond, qui transpire du lait à travers sa fourrure, mais dont les chromosomes sexuels sont proches des oiseaux et des reptiles. Donc, en fait, vous voulez qu'on devienne des ornithorynques ou vous pensez que ça peut vraiment être une solution pour sortir de l'invisibilité, pour sortir de l'exploitation, pour vous, c'est vraiment une piste. Oui, je pense vraiment qu'il n'y a pas de... C'est ce qu'on lit dans le livre, en tout cas. Oui, non, mais je pense vraiment qu'il n'y a pas de possibilité de critiquer et de sortir de ce monde de consommation-production sans se réapproprier un nombre de gestes élémentaires qui sont extrêmement complexes par ailleurs. Hein, et les partager. Et les faire en commun. C'est ça. Pour la subsistance commune. C'est ça. Parce qu'en fait, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on pense qu'ils sont que deux au départ. Mais en fait, ils sont tout un groupe. Oui. Et tout le monde travaille, s'échange du travail, s'échange les outils. Oui, mais ça, on comprend très, très bien. Et ça, bon, c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas très loin. Parce qu'en fait, il y a Frédéric Graber, qui est un anthropologue extraordinaire, disait toujours, mais en fait, la coopération, elle est tout le temps. Elle est majeure dans la vie ordinaire. Les gens se prêtent souvent tout le temps des tas de trucs sans se faire signer un contrat. Et puis, ils se les rendent ou ils ne se les rendent pas. Puis, ça circule. Et en fait, se dire qu'on peut reprendre ces formes très ordinaires de partage et puis, de façon, de ce point de vue-là, faire un monde complètement parallèle, en fait, à ce monde de l'autoroute de la consommation en utilisant d'autres formes de collectifs. On parlait du travail domestique, du travail des femmes. Les femmes, je veux dire, si elles s'en sortent avec leur double journée, c'est parce qu'elles s'organisent, en fait, collectivement déjà, pour pouvoir vivre à la fois dans le travail salarié et dans ce travail domestique en faisant des groupes. Et donc, il n'y a aucune raison en fait, qu'on ne puisse pas étendre cette capacité. Mais après, ce que moi j'essaie de tenir, c'est que j'ai voulu mettre le curseur sur une lutte feutrée, mais ça marche avec des luttes frontales. C'est-à-dire que c'est vraiment deux jambes. Ouais, on voit bien dans l'histoire. Voilà, c'est toujours des allers-retours entre ces deux formes de lutte. Et ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, selon son cycle de vie, selon l'endroit où on se trouve, on peut embarquer sur l'une ou l'autre. Et moi, tous les récits de vie, j'en ai recueilli plus d'une 130aine, en fait. Oui. On voit des vraies trajectoires de vie plus ou moins communautaire, de passage dans une lutte, et puis ensuite on s'installe, on essaie d'accéder à la terre. On sait bien qu'en ce moment c'est difficile d'accéder à la terre. Les grands agriculteurs ne partagent pas leur terre. Et puis après, on peut repartir sur une lutte frontale. De toute manière, il y a tellement de saccage du territoire, il y a tellement d'agro-industrialisation massive que des grands projets inutiles, il y en a près de tout le monde. Donc, soyons tous des ornithorynques. Exactement. Merci beaucoup, Geneviève Pruvot. Ainsi s'achève notre réflexion de ce soir. Selon la formule traditionnelle de cette émission, éteignez la télé et réfléchissez. Et j'espère que nous verrons un jour prochain toutes les femmes assumer leur présence visible au sein d'une société écologique de partage, égalitaire et réellement démocratique. Et merci à toutes et tous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Au revoir.